Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, je vais enfin donner la parole à ceux qui nous intéressent. Non, vous nous intéressiez aussi. Donc, David Habitant de Thémaprod qui va animer cette conférence. Et voilà. Merci. Écoutez, je vous invite à prendre des micros. On en a 3. Ouais. Tu penses mettre comment installez-vous et... Oui, parce que plus on a de micros comme ça, plus on va essayer. Je sais pas si on va réussir, mais plus on va essayer d'avoir une discussion ouverte entre nous, bien sûr, et très rapidement avec vous. Je vais vous expliquer comment on envisage le moment. Et voilà, l'idée étant qu'il y ait un échange. On n'a pas de projection, on n'a pas de projet à montrer. C'est plutôt discuter, voilà, les uns et les autres de nos manières d'envisager la frugalité, l'engagement, la construction des villes, des territoires, des bâtiments, dans un esprit bienveillant, on l'aura bien compris, mais que ça n'empêche pas non plus aussi des contradictions, des oppositions, des discussions par rapport à des manières différentes de voir les choses. Je crois que voilà, d'avoir pu interroger en amont chacun de nos intervenants, je crois qu'il y aura quelques contradictions et tant mieux, justement. C'est peut-être de là qu'on va pouvoir faire naître le débat et les idées. Alors, bienvenue. Donc, je suis David Habitant. Effectivement, je fais de la médiation en architecture et patrimoine. Je suis très heureux d'avoir été sollicité, évidemment, pour animer cette rencontre. Alors j'avais noté 2 heures, mais bon, on a 1h35 pour échanger tous ensemble sur les manières de passer à l'action pour construire une société frugale. La question est indispensable, évidemment. On va tenter d'y répondre, on va tenter d'apporter quelques pistes dans le domaine qui nous concerne, l'aménagement ou le ménagement des territoires. On va tenter d'y répondre avec des intervenants concernés au profil très varié. Je vous les présente dans un instant. Léa Hobson, Roger Garivier, Rémi Pasquale, Anne Rial et Lucie Paulet. Je vous les présente dans un tout petit instant. Juste avant, préciser que Alain Bornarel viendra tout à l'heure nous livrer son point de vue en conclusion de notre discussion. Ce sera un petit peu avant midi. Et puis d'ici là, vous aurez la possibilité d'intervenir. On va essayer de faire en sorte que ce soit pas les questions vous savez, les 5 minutes de questions de la fin. Non, on va essayer de faire en sorte que ce soit, voilà, de diviser le temps, la table ronde en 2 pour que vraiment il y ait toute une seconde partie de cette table ronde qui se fasse en grande discussion tous ensemble. C'est un peu un essai, hein. On va voir ce que ça donne. On va voir si l'écho n'est pas trop ennuyeux pour vous. D'ici, c'est un petit peu bizarre le son, mais si vous me confirmez que tout va, alors c'est que tout va. Ok, super. Merci pour les pouces en l'air. Trop bien. Pour les présentations, on va commencer par Roger, qui est tout au loin là-bas. Roger Garivier, gérant de l'entreprise Manufacture Bois Paille. Vous fabriquez des blocs de murs en ossature bois, isolés avec des bottes de paille. On a, je vais le dire pour chacun d'entre vous 5, mais on a toute l'heure et demie pour discuter de vos actions, de ce que vous faites, mais peut-être en quelques mots, en 1 minute, une petite présentation rapide de la manufacture Bois Paille. Comment est-ce que vous avez mis ça en place, Roger, et quelle est votre activité aujourd'hui ? Bonjour à tous. Bon, aussi super content d'être invité. Là, a priori, je suis l'industriel de la bande, donc alors industriel avec des guillemets, quoi. C'est pas Saint-Gobain. C'est un petit site de fabrication qu'on appelle un peu usine pour certaines raisons, pour aller volume, la taille, etc. Mais voilà, notre métier, c'est on fabrique des murs ossature bois et on est spécialisé dans l'isolation paille. En fait, la genèse du projet, c'est un matériau génial, pas transformé, qui est la botte de paille. De l'autre côté, des besoins de décarbonation du bâtiment, plutôt de plus en plus aigus. Notre vocation, c'est de pouvoir répondre à la demande et de contribuer à la massification de l'isolant paille. Donc massification, immédiatement la question s'est posée, est-ce que frugalité et massification sont compatibles? Non, dites pas trop, Roger. Vous avez 4 heures, voilà. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ce que j'allais dire et ça fait partie de nos débats. J'étais en train de servir de l'eau, alors peut-être qu'il m'a manqué une information, mais est-ce qu'on a bien dit où est-ce que vous êtes situé et le territoire d'action? Ouais, on est au nord de Lyon, à Villefranche.
Le territoire d'action aujourd'hui, j'ai envie de dire, hélas, il est national. Mais on ça souhaite. aussi, on va pouvoir en parler. Bah oui, évidemment. En 2022, quand on a démarré, on a très vite senti qu'on était dans la vallée du béton, du pétrole et du ciment, et qu'il y avait par rapport à l'Ouest, notamment, une petite latence qui est en train d'être rattrapée. Donc ça, c'est assez génial. Donc on n'a qu'une envie, c'est faire du circuit court au niveau des chantiers. Étant entendu qu'aujourd'hui, ma paille est livrée en tracteur, elle vient de 10 km à côté, et que enfin j'ai eu mes premières livraisons de Douglas qui vient du Haut-Beaujolais et qui est transformée dans une scierie à 30 km. Donc ça c'est aussi, ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est pas fait immédiatement, ça, c'est le fruit de pas mal de travail. Donc le circuit court, on est en train d'y arriver. À vos côtés, Roger, c'est Lucie Paulet. Bonjour Lucie, vous êtes architecte, responsable de projet de Robin des Villes, une association d'éducation populaire. Vous participez à transmettre et faire évoluer les réflexions sur la ville, en lien très fort d'ailleurs, bien sûr avec les territoires, avec les villes notamment, mais beaucoup avec les habitants. Votre mantra, d'une certaine manière, c'est une ville faite par et pour ses habitantes et ses habitants. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques exemples des actions que vous menez auprès de Robin des Villes ? Et je pense que le micro est allumé. Oui, est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc c'est une association qui est basée à Lyon, qui a été créée à Lyon en 97, donc il y a plus de 25 ans aujourd'hui. Et donc dans les actions qu'on mène, on travaille beaucoup sur les questions de sensibilisation et d'éducation aux enjeux urbains, donc notamment auprès des publics, des enfants en particulier, publics scolaires, donc que ça soit dès l'école maternelle, en élémentaire, en collège. On travaille également en MJC ou en centre social. Et donc dans ces actions de sensibilisation, l'objectif c'est vraiment de parler des enjeux urbains, quels qu'ils soient. Donc on peut parler de la nature en ville ou de la place des minorités de genre dans l'espace public, des mobilités. Enfin il y a tout un tas de sujets que j'imagine vous connaissez déjà bien. Et on travaille également sur des actions de concertation. Donc là aussi, on pourra en parler par la suite, mais voilà, les concertations que nous on choisit de faire, voilà, ce sont des vraies concertations, c'est-à-dire que voilà, on évite généralement de travailler pour des concertations de façade. Et là aussi, on travaille par exemple sur la végétalisation des cours d'école, qui est de plus en plus présente dans de nombreuses communes, à la fois urbaines comme rurales. Et là encore, on travaille avec les enfants, les équipes éducatives et tous les usagers et usagères. Puisque nous, c'est vraiment l'objectif, c'est qu'on travaille comme en tant que porte-parole quelque part des usagers et usagères d'un site donné. Voilà, on mène également des actions on fait des formations, des journées grand public comme dans le cadre des Journées nationales de l'architecture qui vont être la semaine prochaine par exemple. Voilà, donc on mène tout un tas d'actions et on est principalement sur le territoire de la métropole de Lyon, mais on peut se déplacer sans souci sur l'Auvergne-Rhône-Alpes en général. Et j'avais pas la notion de formation avec Robin des Villes. C'est à destination de qui les formations ? Formation, c'est à destination à la fois des professionnels de l'urbain, mais des collectivités. On aimerait bien des enseignants et enseignantes, mais c'est pas facile de travailler avec l'éducation nationale. Donc on est en train d'essayer d'intégrer cet espace-là, mais c'est pas évident. Mais voilà, c'est professionnel. Bon, il y a peut-être des courts-circuits à faire. Hein. On a vu qu'il y en avait quelques-uns des enseignants et des enseignantes ici avec nous ce matin. Et ça, c'est assez chouette. Ça pourra faire l'objet de discussions dans la seconde partie de notre table ronde. Léa Hobson, à vos côtés, vous êtes architecte et porte-parole des Soulèvements de la Terre. Et peut-être d'un mot, si vous pouvez nous rappeler ce que sont les Soulèvements de la Terre et pourquoi on va tous être fichés S en sortant de cette table ronde. Merci encore. Bonjour tout le monde. Les Soulèvements de la Terre, c'est un mouvement militant, paysan, écologiste qui est né en 2021 sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Après un constat c'était quand même en plein milieu du Covid ou un petit peu après, mais en tout cas, c'était vraiment né d'un constat d'un éclatement des luttes. Et aussi d'un éclatement du récit et d'une grosse fragmentation entre rural, urbain. Donc il y avait vraiment, c'est un peu né de tout ça. On s'est retrouvés
une petite centaine issus de plein de milieux différents, des paysans, des militants. Où on était un petit peu en train de se dire bon, il va falloir qu'on s'accorde parce que là ça va pas assez vite et il vaut mieux qu'on soit tous ensemble pour pouvoir envisager la suite. Et donc c'est vraiment un mouvement qui lutte pour la défense des terres et contre, parce que voilà, il y a le pour et il y a le contre, et contre l'accaparement des terres, l'artificialisation des sols et la bétonisation. Et donc au travers d'un soutien très fort auprès de luttes locales, il y a vraiment en tout cas nous on veille à ce qu'il y ait des thématiques très fortes qui puissent être ancrées dans les luttes, et puis vraiment de pouvoir soutenir des luttes dans la durée à travers une grande diversité de modalités d'action et une grande importance sur la composition, enfin en tout cas ce qu'on appelle la composition dans toutes ces mobilisations. Et je vous présentais en tant que porte-parole des soulèvements de la terre, mais architecte également. Peut-être, on y viendra tout à l'heure sur votre engagement d'architecte, etc. Mais peut-être juste pour continuer sur la présentation des soulèvements de la terre, qui sont les participants de ce mouvement. Dans les participants actifs, j'entends, on a des architectes, on a des citoyens, on a qui sont les gens qui vous entourent? Eh ben, il y a énormément de profils différents. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même beaucoup de personnes qui habitent, enfin avant tout on habite des territoires. C'est des personnes qui travaillent, c'est des étudiants, étudiantes. C'est vraiment, en tout cas, un mouvement qui est très varié tant dans les générations que les profils des personnes qui sont derrière. Et encore une fois, on y viendra tout à l'heure précisément sur le lien avec votre autre activité d'architecte. Anne Rial, est-ce que vous voulez ah oui, bon bah c'est vous Rémi qui testerez le petit micro comme ça, vous me direz si ça marche. Mais Anne, allons-y avec ce micro là, très bien. Vous êtes ingénieure, gérante de AERE, donc un bureau d'études spécialisé dans les questions des énergies, pardon, si je dis pas de bêtises. Vous allez peut-être le préciser. Vous êtes présidente également de l'association ASDER, Agir pour la transition énergétique. Alors peut-être si vous voulez nous présenter chacune des deux structures. Moi j'ai les acronymes et vous dites derrière ce qu'on en pense. AERE, c'est les alternatives pour l'énergie, les énergies renouvelables et l'environnement. Et donc racontez-nous, c'est votre bureau d'études. Non. Bonjour déjà à tous. Je vais commencer en fait par vous présenter l'ASDER. Voilà, désolé. Je sais pas que j'ai l'esprit de contradiction, pas du tout. L'ASDER existe depuis une quarantaine d'années. On a plusieurs représentants et fondateurs qui sont présents. En tant que président, du coup, c'est moi qui interviens. On travaille en fait sur deux objets à l'ASDER. Donc c'est une association qui a 3 collèges. Un collège qu'on dit grand public citoyen, parce que les élus sont aussi des citoyens, comme ils nous ont dit. On a un collège élu collectivité, et puis on a un collège des partenaires, où on a plein de gens différents. Et donc on a 2 grands pôles. On a changé le nom récemment, donc j'ai encore besoin de mes notes. On a un qui s'appelle le service local de l'énergie. Si vous voulez faire une rénovation, vous appelez, alors le nom a changé, EIE, Espace Public de France Rénov, etc. Bref, vous appelez le numéro vert qu'on vous a donné, et vous allez tomber, pour ceux qui sont en Savoie, ou une partie de la Haute-Savoie, on va vous renvoyer sur l'ASDER, et puis vous aurez des conseillers qui vous accompagneront pour isoler, rénover, penser votre projet, etc. Et puis on a l'école du bâtiment durable, qui comprend plusieurs formations. La formation phare, c'est celle de chargé de projet. On a plus de 1000 personnes qui sont passées par ces formations de l'ASDER. Tous les ans, on a gardé le terme, une piqûre de rappel, où les gens se retrouvent et puis échangent sur leurs projets professionnels. Donc on a un bon réseau. Donc ça c'est en tant que associatif. L'ASDER c'est une 50aine de personnes. Il y en a qui ont pu aller voir sans doute la rénovation qu'on a fait hier. En fait on a utilisé des bungalows en réemploi et on a utilisé dessus des skis pour faire le parement sur les bungalows une fois qu'on les a eu isolés. Puis dessus il y a une centrale photovoltaïque, etc. C'était quel bâtiment ça? J'ai manqué hélas. C'est les bungalows de l'ASDER. Donc c'est à l'ASDER, c'est juste un petit peu de l'autre côté, à côté du phare. Voilà. Et puis donc moi par ailleurs j'ai une petite entreprise donc qui s'appelle effectivement AR, Alternative pour l'énergie, les énergies renouvelables et l'environnement, qui est un peu plus récente. Je l'ai montée en 2001
parce que j'adorais ce que je faisais. J'ai commencé à travailler, allez, je le dis quand même avec Alain, au tout début, il y a longtemps, avec le PUCA, entre autres, mais pas que. On avait fait aussi un outil pour faire un diagnostic des bâtiments sur Minitel. Ça, c'était un beau défi. Hein. Voilà. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un Minitel, mais voilà. Je pense qu'Alain a encore les algorithmes quelque part, si on est obligé de revenir en arrière dans la frugalité ou la sobriété. Donc moi, j'ai monté AR en 2001 parce que je voulais continuer mon travail. Alors, je suis docteur aussi, je suis ingénieur et docteur. Je voulais continuer mon travail qui me passionnait, mais je voulais pouvoir allaiter mon gamin. Et je l'ai allaité 2 ans, 6 mois complètement. Et 2 ans. Et en fait, là où j'étais, c'était super, mais ça marchait pas, quoi. Il fallait que j'aille au boulot. Il y avait pas beaucoup de télétravail à l'époque. Voire il y en avait pas. Même par Minitel, non? Non, même par Minitel, non, ça marchait pas, ça. Et voilà. Donc, j'ai monté AR comme ça. Et on travaille, on a 3 grands champs. Un champ autour des labels. Donc, l'ancien label Citergie. Aujourd'hui, le programme Territoire Engagé que la ville de Chambéry et l'Agglo connaissent puisqu'ils sont dedans. Où on touche 500 collectivités, communes et EPCI, à peu près la moitié de la population française aujourd'hui. On pourra en reparler parce qu'il y a plein d'items de sobriété ou de frugalité dedans. On travaille sur de la planification énergétique territoriale avec des collectivités, des fois de la concertation, plus ou moins, etc. Enfin, ça dépend des collectivités. Et puis, on a une petite activité à l'export où on travaille soit sur du renforcement de capacité de ministères ou de gouvernements sur ces questions d'énergie et de climat, et du coup de sobriété, soit on travaille sur des étiquettes énergie. Vous savez, la fameuse étiquette de A à G, j'en ai fait je sais pas combien, peut-être une vingtaine aujourd'hui. Donc voilà, c'est un outil aussi d'efficacité et de sobriété. Et moi, je pense que je suis tombée dans la sobriété ou la frugalité très tôt, parce que pendant mes études d'ingénieur et de docteur, je sais pas pourquoi, mais j'ai lu Ivan Illich. On n'a pas idée de lire Ivan Illich. Et j'ai lu Jacques Ellul, qui sont des gens qui ont une critique de la technique qui est vraiment profonde, ancrée. Donc moi, ça, c'est vieux, en fait, cette approche de la technique en me disant qu'il faut pas que de la technique et que la technique, elle nous pousse toujours plus loin. Et après, est-ce qu'on sait dire stop? Nos sociétés, elles savent pas. Et les sociétés qui ont su dire stop, comme certaines sociétés africaines, mais en fait, elles ont du mal à survivre dans ce monde-là ou à garder leur essence, leur lien, etc. Voilà. Donc, moi, je viens plus avec des questions qu'avec des solutions parce que on voit bien combien c'est compliqué de faire évoluer, de faire la transition d'une société à une autre. Et par ailleurs, je suis membre de Négawatt, donc je vais peut-être employer souvent sobriété au lieu de frugalité. Eh ben, on va terminer avec vous, Rémi Pascual. Tout à l'heure, quand on essayait de voir les différentes personnes qui composaient cette assemblée, on a vu qu'il n'y avait pas de banquiers, on a vu qu'il n'y avait pas d'assureurs, mais vous n'avez pas demandé s'il y avait des promoteurs immobiliers. Alors, on en a un, voilà. Mais il est en SIC, ça va. Non, et même s'il n'était pas en SIC, c'est très bien. C'est très bien d'avoir un promoteur immobilier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, vous êtes déjà très concerné par le sujet, Rémi Pascual. Vous allez peut-être pouvoir nous l'expliquer à travers votre entreprise qui s'appelle Habiter avec 2 E pour éthique et écologique. Voilà, donc c'est l'ambition d'Habiter. Donc bonjour à tous. Moi, je suis très heureux aussi d'avoir été invité par le mouvement de la frugalité. Donc je représente Habiter, donc qui est promoteur immobilier pour vendre donc du logement, la construction-vente de logements, avec la spécificité donc d'être en SIC, qui est donc une coopérative d'intérêt collectif. Et ce format juridique vient mettre en œuvre entre guillemets 2 piliers de notre démarche, qui est donc comme toute coopérative cette intention, de transparence, de démocratie à l'intérieur de la structure dans sa gouvernance, et l'intérêt collectif par la constitution donc dans notre entreprise de collège qui va rassembler l'ensemble des acteurs d'une opération de construction de logement. Donc on a un collège des concepteurs qui réunit architectes et bureaux d'études. On a un collège des entreprises de la construction, un collège des SEM et des collectivités et un collège des acquéreurs. Voilà, donc on a 2 piliers, 2 raisons d'être, qui est donc la construction de logements durables et
la vente de logements à prix abordable. On est là pour essayer donc de concilier ces deux problématiques qu'on a. Comment on arrive à construire du logement dans les enjeux de la transition environnementale et comment on vient répondre aussi aux besoins de logement et de l'accession. Ces deux, comment dire, cet aller-retour-là, une construction durable et abordable, vous l'aviez. J'avais bien aimé le parallèle que vous faisiez. C'était, on veut faire. Attendez que j'essaie de le redire bien parce que je l'ai pas noté du coup, mais c'était des bâtiments avec des coûts de construction élevés, mais des prix de vente, enfin des coûts de construction plus élevés, mais des prix de vente plus bas. C'est ça. Donc ça, c'est un peu l'utopie qu'on a, mais qu'on met en œuvre, qu'on a réussi à mettre en œuvre, parce que donc du coup, nous on est à Lyon, le siège est à Lyon, mais il se trouve que nos premières opérations sont ici sur le département. On a fait une première opération, on y viendra dans le détail plus tard, je vais pas détailler, mais sur une commune à Bassin, donc qui est limitrophe à Chambéry. On a une seconde opération sur les hauts de Chambéry en copromotion avec Cristal Habitat, donc qui est un acteur bien connu ici. Et puis on rayonne dans la Loire et sur Lyon. Et donc à chaque opération, son équilibre. Voilà. On vous connaît désormais dans les grandes lignes. On a tout le reste de la discussion aussi pour continuer de définir votre activité en parallèle, de faire avancer nos discussions pour aller jusqu'à tenter de répondre à cette question de comment passer à l'action pour construire une société frugale. On apportera, j'espère, quelques pistes, quelques petits cailloux. En tout cas, pour initier le sujet. Pour la forme, je vais pas vous demander qu'est-ce que c'est la frugalité pour vous, mais finalement j'ai des questions très proches qui vont nous amener un petit peu sur ces questions-là. En tout cas, on va se rendre compte, je crois, en vous entendant discuter, que même si vous œuvrez tous dans une direction similaire, c'est pas évident de trouver un propos commun entre vous. Donc on prend chacun ce que vous avez à nous dire et en même temps on va entendre aussi les rebonds des uns des autres et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on en retient de tout ça. Encore une fois avec peut-être des contradictions s'il le faut. En tout cas, on commencera avec vous, Anne-Rial, peut-être sur c'est la question est un peu c'est si vous pouvez. Non, je suis pas très fier de cette question. C'est la première question, elle est pas dingue en fait. Je suis en train de la relire et je me dis c'est peut-être un peu de but en blanc, mais est-ce que vous pourrez nous résumer les aspects frugaux de votre activité au sein de AERE? Donc, vous nous expliquez tout à l'heure les moyens mis en œuvre, mais maintenant, on avait le cadre, mais à l'intérieur de ce cadre-là, qu'est-ce que c'est concrètement les éléments que vous allez apporter aux collectivités que vous accompagnez, dans l'obtention des labels dont vous nous parlez? Pour l'entreprise, pour l'ASDER plus tard. Ok. En fait, pour l'entreprise, quand on travaille sur des questions de scénario énergétique ou de prospective énergétique, que ça soit de la construction, que ça soit de la mobilité, etc., on se demande forcément, finalement, on a des besoins. On a besoin de bâtiments pour se réunir, on a besoin de production agricole pour prendre le petit déjeuner, on a eu des besoins de transport, on a besoin des besoins de mobilité. Finalement, avec les scénarios ou avec les labels Citergy, maintenant climat, air, énergie et puis économie circulaire, c'est finalement comment on répond à ces besoins. Comment est-ce qu'on a du son pour discuter, puisque la halle, elle permet pas, c'est pas un théâtre romain ou grec, donc on peut pas juste parler comme ça. Donc nous, on essaye de proposer aux collectivités et beaucoup à l'ADEME, parce qu'on travaille beaucoup avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, des mesures qui font qu'on va pouvoir être d'abord sobre ou frugaux, efficaces, et puis ce qui reste comme énergie ou comme matière à utiliser, soit être sur des énergies renouvelables, soit pouvoir faire du réemploi, de la réutilisation, du recyclage, etc. Moi, je pense souvent que personnellement, c'est ma couturière et mon cordonnier qui sont vraiment des gros supports pour la frugalité personnelle, en tout cas, parce qu'ils me permettent de prolonger de la durée de vie longtemps. Donc nous, quand on a fait le label Climat, Air, Énergie, ça fait une quinzaine d'années qu'on est AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage de l'ADEME pour ce label. On n'est pas tout seul, hein. On a eu Énergicité, il y a Transition Éco et Indigo actuellement qui sont aussi dans cette AMO. On a mis à peu près une quarantaine d'items de frugalité, sobriété, mais on l'a pas trop dit. Enfin, pourtant, il suffisait de le lire, hein, que c'était de la sobriété. Quand on dit à une collectivité, est-ce que vous pouvez utiliser des bâtiments pour plusieurs usages? Est-ce qu'une école,
elle peut servir le soir ou le week-end pour des associations. Souvent, il suffit d'avoir un placard pour que l'association elle puisse y mettre ses affaires. Le label, il est européen. La ville de Lausanne, elle sait faire. On est trop bêtes, nous, pour savoir utiliser des bâtiments, mutualiser, avoir voilà des choses comme ça. Donc le label, il y a plein de mesures qui sont plus ou moins techniques, qui peuvent être poussées plus ou moins loin. Quand on pousse les bâtiments vers les classes énergétiques, en fait, de type passif, en disant quand vous construisez, vous aurez plus de points dans le label, et donc vous serez plus haut en affichage en tant que collectivité si vous allez vers du passif. En fait, quelque part, on est d'abord sur de la sobriété, parce qu'on a vraiment cette notion de juste dimensionnement, finalement, des espaces. On a aussi des mesures sur l'urbanisme. Comment est-ce là, vous avez dit sur le programme qu'on était à 12 minutes à pied de la gare. C'est génial. Bon, moi, mon conjoint, il s'est cassé le malléole en ski, en escalade, donc on n'est pas venu à pied. Mais ça va mieux maintenant. Mais bon, voilà. On est venu en voiture quand même. Mais de fait, on a besoin de toutes ces infrastructures. Donc, le label et le travail qu'on fait en planification, il travaille aussi à la fois sur la partie infrastructure. Et l'urbanisme, c'est vraiment une des clés de la frugalité et de la sobriété. Et puis ensuite, il y a comment on répond à chacun des besoins. Et après, est-ce qu'on a besoin d'une voiture qui fait 1,5 tonne ou 1 tonne pour se déplacer, pour déplacer 70 kilos en moyenne? Ouais, on peut raisonner. Un vélo, c'est bien. Surtout que maintenant, on a les vélos à assistance électrique. Si on pousse en lien avec des productions d'énergie renouvelable locale, citoyenne, quelque part, on fait une boucle et on peut être dans un monde qui est plus frugal, qui est plus sobre. Alors il y a ces questions à l'échelle urbaine, à l'échelle d'un bâtiment. On entend vous parler d'un côté évidemment de dispositifs techniques et aussi beaucoup de philosophie, quoi, de mutualisation de bâtiments, de prolongation des durées de vie, etc. Sur ces deux points, le dispositif technique par rapport à la manière d'habiter les lieux, qu'est-ce que ça représente pour soit dans ce label, soit de manière générale dans votre activité? C'est vous faites autant de conseils dans un domaine que dans l'autre, ou alors on est quand même un peu plus dans le dispositif technique ou alors un peu plus dans les usages? Dans le label, on est un peu sur les deux. Dans les outils qu'on développe pour l'ADEME ou dans la planification énergétique, on est un peu sur les deux. Parce que la technique, je l'ai dit tout à l'heure un peu en riant, en citant Illich et Ellul, mais pour moi, c'est vraiment un appui pour la manière dont on pense nos sociétés, dont on pense le fait de vivre ensemble, de s'organiser, etc. Après, quand on passe concrètement à la réalisation, c'est des questions qui vont être très techniques. C'est comment est-ce qu'on fait qu'un bâtiment il est passif et qu'on est bien dedans, que l'utilisateur il a quand même peut-être envie de pouvoir ouvrir les fenêtres. Est-ce qu'il va pouvoir quand même le faire ou pas? Ou est-ce qu'on est tout en ventilation naturelle ou est-ce qu'il faut que de la ventilation contrôlée? Voilà, en fait, quand on creuse, c'est pas forcément très très facile. Quand on installe des pistes cyclables ou du cheminement piéton, à qui appartient la voirie en France? Un des moyens d'aller vers la frugalité. Alors il y a pas beaucoup d'élus là. Puis en plus Daniel il est parti. Je sais pas où il est. Mais qu'on simplifie. Quand on voit pour poser des pistes cyclables, à qui appartient le sol? C'est pas toujours à l'EPCI, la communauté urbaine ou la commune qui veut poser les arceaux ou faire la bande cyclable. Il y a vraiment des choses qu'il faudrait qu'on arrive à simplifier. Et je trouve qu'il y a vraiment des pays qui sont en Suisse, je travaille pas mal en Suisse aussi, c'est bien plus simple d'un point de vue législatif. Donc on a vraiment, en fait, si on veut bosser sur la frugalité ou la sobriété, il y a plein d'angles d'attaque. Vous avez pas demandé tout à l'heure s'il y avait des juristes. Ici, Daniel a pas demandé s'il y avait des juristes, mais on a besoin de juristes. Et je me suis réjouie de voir que les méga-bassines se sont fait retoquer au tribunal. Mais c'est super! Parce que là, on a vraiment plein de choses à articuler entre et finalement, un peu dans n'importe quel métier, on arrive à se dire, moi, comment je peux agir? Alors nous, on le fait via des outils, de la planification, du conseil, éventuellement des fois un peu de mise en œuvre. L'ASDER en fait plus que ce que moi j'en fais. On continue avec cette même question, mais de c'est quoi la frugalité pour vous? Mais vous allez voir que là c'est un petit peu plus fin cette fois la manière dont je le pose, et c'est pour vous Roger et Rémi, Roger Garivier et Rémi Pascual. Donc l'un et l'autre vous êtes dans la fabrication concrète de la ville avec Rémi Pascual. Je rappelle vous êtes promoteur immobilier. Roger Garivier vous gérez une entreprise de fabrication de matériaux. La frugalité elle est indissociable d'un mot que vous avez cité tout à l'heure qui peut être vu comme un grand méchant loup ou au contraire peut-être un train dans lequel une solution à activer absolument, c'est la question de la massification. Je vous le pose spécifiquement à tous les deux parce que j'ai l'impression que c'est
c'est de votre point de vue qu'elle se pose plus que du point de vue des trois autres intervenants autour de cette table. Est-ce que vous voyez ça comme une nécessité absolue? On doit changer d'échelle. On peut plus se permettre de faire chacun sur 10 logements annuels. Non, là il faut aller beaucoup plus loin pour pouvoir porter vraiment cueillir les fruits de tous ces efforts-là. Ou alors est-ce qu'à l'inverse, la massification, finalement, c'est le début de l'industrialisation qui nous a mis dans tout ce pétrin-là et on veut pas en entendre parler et multiplions les acteurs en réduisant l'échelle de chacun de ces acteurs. Peut-être Roger pour commencer. C'est pas simple, hein. En fait, moi j'ai une boussole, c'est la décarbonation. C'est mon objectif. Voilà, et quelque part il est un peu unique et il va tirer tout le reste. Et la manière de faire, enfin ce qui prime, c'est le pragmatisme. Voilà. Je vais vous prendre un exemple concret, mais c'est tous les jours. Moi j'ai démarré, c'est sur fonds propres, concours bancaire. Voilà, déjà, je vais pas voir la Société Générale, la BNP, pour pas citer, mais bon, voilà. Crédico, machin, il y a des alternatives. Donc, mais voilà, j'invite le secteur bancaire dans mon projet. Ça suffit, mais ça suffit jamais. Et là, il y a une aide possible très importante qui vient de la région. Voilà. Bon, aujourd'hui, j'ai une aide de la région, j'ai posé avec mon panneau bleu. Quand on voit ce qui se passe derrière, c'est de se dire, tous les jours, je me demande si je vends pas mon âme au diable, en fait. Je précise que votre région, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça? Comment? Je précise que votre région, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, c'est ça. Après les résultats, l'année dernière, en démarrant, on a évité d'émettre 500 tonnes de CO2. Cette année, ça sera 1000 tonnes. L'année prochaine, ça sera 1500 tonnes. C'est mon cap. Et oui, c'est de la massification, mais on essaye de le faire avec la manière pour pouvoir répondre à des besoins. On était même un petit peu en avance l'année dernière, ce qui n'était pas facile à gérer. On n'a pas tout à fait assez d'activité. Et pour la frugalité sur la définition, moi j'ai révisé un peu avant de venir. C'est vrai que je suis plus à l'aise avec la sobriété. Enfin, c'est plus commun dans mon environnement. Une des définitions, c'est de dépenser moins que ce qu'on gagne. Bon, c'est la parfaite définition de la gestion d'une entreprise en fait. Donc tous les jours, je suis frugal déjà par rapport à ça, et avec un peu une étoile, le cap qui est la décarbonation. Et voilà. Mais quand même sur la massification, on comprend dans ce que vous nous dites, si vous faites évoluer, si vous d'année en année, l'entreprise est encore jeune, d'année en année vous avez une action de plus en plus importante. Est-ce que vous lui donnez une limite à cette action, ou est-ce que dans l'idée, si demain vous devez avoir une franchise sur tous les territoires nationaux avec des milliers d'employés, ça sera une manière pour vous d'avoir un impact concret là-dessus? Je pense que, in fine, le plus il y aura de murs bois paille à la place du béton et du polystyrène, le mieux ça sera. On a développé un produit avec de la demi-botte, parce qu'on voit des barres d'immeubles rénovées à grands coups de polystyrène. Putain, c'est assez, on se dit, c'est bien isolé. Mais, est-ce qu'on peut pas aller plus loin? L'ossature bois, c'est quand même le vecteur de la décarbonation, très clairement. En mettant de la paille, on franchit encore un cap. Mais la paille, elle va pas être adaptée à tout type de bâtiment. Pour passer sur la rénovation, on est quand même sur un matériau qui est assez massique, donc il faut en mettre une certaine épaisseur. Ce que j'ai coutume de dire, c'est ce qui coûte cher dans la paille, c'est le bois, et c'est vrai. Donc plus on essaye de trouver des conceptions aussi je viens de l'industrie, vous l'avez un peu compris, et j'ai fait aussi du conseil, donc la totale. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont importantes. L'analyse de la valeur, faire des conceptions au juste nécessaire. Tout ça, c'est finalement très technique, mais c'est, je pense, par là qu'on arrive à avoir un niveau, à atteindre la frugalité. C'est pas un absolu, quoi. Il y a toujours évidemment des seuils et des marges de progression. Donc ouais,
On massifie, mais moi ça me semble être nécessaire. Hein. Il faut savoir quand on a démarré, pour avoir un petit peu d'un côté on nous jetait des tomates parce que on était des affreux industriels, opportunistes, etc., etc. De l'autre côté, c'est qui ces bobos qui viennent se payer une bonne conscience? Bon, enfin moi tout le monde me disait que le projet était plutôt pas mal, puis finalement quand on rentre dans le bain, pas tant que ça quoi a priori. Voilà, donc c'est pas simple et il faut, je pense, se fixer un cap quoi. Voilà. Ben, on va avoir l'occasion tout à l'heure d'échanger là-dessus parce que c'est une vraie question et j'espère que personne n'est là ni pour vous jeter des tomates ni pour vous traiter de bobos, mais peut-être que ça. Sans aller jusque là, on peut aussi, interroger en tout cas effectivement le positionnement et on va y venir dans quelques minutes, mais peut-être avant, Rémi Pascual, la même question parce que la massification, elle se pose aussi du côté de la promotion immobilière. Vous avez aujourd'hui une opération qui a été livrée, vous en avez d'autres en cours. En tout cas, on reste sur une échelle quand même assez modeste. Si on doit lisser, je crois que vous m'avez dit, ça fait une 50aine de logements par an depuis quelques années que Habiter a été créé. Quel est, là encore, demain, vous voyez comment, après-demain, après-demain, est-ce qu'on peut multiplier l'échelle à l'infini? Donc nous, l'approche elle est assez différente parce que on porte une idée du logement, on porte une idée de comment on fait le logement, comment on le conçoit, comment on le réalise. Je pense qu'on est un peu tous d'accord ici pour dire oui, si on arrive à construire plus qualitativement et à revenir dans un prix de vente qui soit en rapport avec la capacité d'achat, on sera tous pour. Donc on sera tous pour développer cette façon de faire là. Nous on a mis en place une méthodologie qu'on teste, qu'on adapte, qu'on réadapte, qui va être encore nécessaire de revoir au vu du contexte aussi économique aujourd'hui. Nous, notre souhait, c'est évidemment de dupliquer cette méthodologie et de pouvoir dupliquer le modèle Habiter, je pense, à d'autres coopératives. Il y a quand même une notion dans les SIC qui est on est un acteur au service des collectivités, un acteur au service du territoire, et donc il y a une notion territoriale très forte. Mon souhait, ce serait que effectivement il y ait des petites SIC à droite, à gauche, dans toute la France, qui essayent, en fonction des spécificités de l'endroit où elles entreprennent, faire des opérations comme on peut nous les mener. Ouais. Donc ça pourrait être ça en tout cas la mesure pour vous, c'est la question géographique quoi. C'est ça la limite entre la volonté de diffuser au maximum, mais en même temps sans industrialiser quoi, sans multiplier un processus qui serait pas exactement le même d'un endroit à un autre. Si on se met d'un point de vue de la frugalité, c'est évident. On peut voilà, il y a beaucoup d'initiatives entrepreneuriales et notamment dans le bâtiment où on essaye de pas dépasser un rayon autour de là où on agit, que ce soit pour les fournitures des matériaux, que ce soit pour les livraisons, la mise en œuvre, etc. Voilà. Donc pour moi c'est une évidence, et encore une fois une coopérative, elle est là pour défendre l'intérêt général, l'intérêt des parties prenantes. Elle est pas là dans un but absolu de croissance et de profit. Tout à l'heure, j'annonce un peu déjà la suite de notre discussion, mais tout à l'heure, on essaiera de citer comme ça, de faire un peu un inventaire à l'après-vert des solutions concrètes qu'on peut tous mettre en place, et cette idée d'une action à limiter géographiquement, peut-être que Léa Hobson la portera sur la question même de l'architecture. Enfin voilà, on a pu en discuter avant et ça m'avait assez étonné. Je pense qu'on pourra en dire un mot tout à l'heure. Enfin voilà, bref, j'en dis pas plus puisqu'on le dira tout à l'heure. Effectivement, Anne Rial, je vous ai pas donné la parole, pardon, mais vous vouliez réagir peut-être sur les questions de chiffres qu'on disait tout à l'heure? Non, je voulais compléter avec en fait un chiffre sur le programme Territoire engagé, donc le label ex-Citergy Climat Air Énergie, avec les données des collectivités qu'on a pu consolider. On est à peu près, alors je dis on, et je parle pas en jeu, je pourrais parler en jeu puisqu'on a la MO de l'ADEME, mais c'est vraiment
ce que le programme propose aux collectivités. Que les techniciens des collectivités se saisissent, discutent avec leurs élus, votent. Derrière, il y a un plan d'action et on arrive à peu près... Allez, la personne de l'ADEME évoque le chiffre de 2 à 3% d'économie de gaz à effet de serre au niveau français. Donc on économise à peu près 12 millions de tonnes. On a grosso modo une cinquantaine de collectivités. Sur les 500, on a des chiffres qui nous semblent fiables. Donc on a un impact, et ça c'est sur des périodes de 8 ans. Quand la collectivité elle rentre dans le cycle, ce sont des cycles de 4 ans. Donc ce qui est important, c'est aussi d'avoir des politiques qui sont continues. Et ça, un outil comme un label, ça peut être aussi n'importe quel autre label. Les Suisses, ils ont les quartiers à 2000 watts où ils suivent l'évolution du quartier. Donc, ils construisent de type HQE ou passif. Et ensuite, suivant comment le quartier consomme de l'énergie, il garde ou pas son label, il peut le perdre aussi. Si les gens, en fait, ils utilisent plus leur voiture que ce qui est prévu, etc. Donc, c'est vraiment important de regarder dans le temps. Et donc, on a bien des politiques qui arrivent à diviser par 2 ou 3%, c'est largement en dessous de ce qu'il faudrait. Et puis alors, je ne sais pas si vous voulez que je parle de l'ASDER maintenant, mais on a vu avec les campagnes de sobriété et tout le travail que l'ASDER a fait avec les collectivités et les particuliers, on arrive à 12% d'économie par des gestes de sobriété. Alors on a été très poussé cette année par des questions de guerre, de pénurie énergétique, etc. Et tout ce qui a été pensé, dit au niveau national, et puis voilà, aussi au niveau local. Mais voilà, on voit que grosso modo, les 12 à 15% d'économie liées à la sobriété et frugalité, c'est relativement faisable facilement. Ça a été aussi le programme Famille à énergie positive, qui s'appelle Déclic maintenant. Là, on a les mêmes chiffres à peu près. C'était pour donner quelques chiffres. Mais oui, très bien. Non, mais c'est que ce soit un peu concret aussi. Vous avez tout à fait raison. Et pour compléter tout à fait le propos de Roger Garivier à l'instant. Lucie Paulet, Léa Hobson, je rappelle, Lucie, vous êtes travaillez à Robin des Villes, cette association d'éducation populaire. Léa Hobson des Soulèvements de la Terre. Toutes les deux, lorsque je vous ai appelé en préparant cette discussion, vous avez un petit peu interrogé ce terme de frugalité. Alors, Dominique, Philippe, Alain, je suis désolé, à chaque fois, c'est inévitable. Dès qu'on parle de la frugalité, on a un Roger qui nous dit je préfère sobriété, on a Anne qui dit je viens de négawatt, donc pareil. Et puis là, pour le coup, c'est encore un petit peu différent, mais c'est bien ça. Interroger les termes, c'est interroger le propos aussi, donc c'est très bien à mon avis de discuter de tout ça. En tout cas, sans aucune concertation entre vous, toutes les deux, vous m'avez dit. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais en tout cas, la question, elle ne se pose pas vraiment dans chacune de vos actions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'une et l'autre, peut-être Lucie, pour commencer? Oui, oui, alors en effet, quand vous m'avez posé la question, j'avais un petit peu réfléchi avant. Moi, la première chose qui m'est venue, et c'était pas forcément pour être provocante, mais je me suis vraiment dit, la frugalité, oui, mais pour qui? Parce que, en fait, pour moi, la plupart des personnes avec lesquelles je travaille au quotidien, c'est en fait elles sont frugales sans le savoir parce qu'elles n'ont pas le choix. Moi, je ne travaille pas spécialement avec des populations privilégiées et moi, je considère être clairement d'une population privilégiée. Je pense qu'on peut considérer que cette salle est une population privilégiée. Et du coup, donc, moi, forcément, ça m'interroge parce que, notamment dans mon association, on est 4 salariés et on a toutes un peu des thématiques qu'on aborde. Et donc, moi, je suis un peu la thématique dépression, réchauffement réchauffement du climat, etc. Bon, je suis un petit peu la pénible qui vient tout le temps casser les trucs parce que le gros cheval de bataille, c'est l'avion et je comprends pas que ça soit encore un débat et bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais du coup, au sein de mon asso, je m'étais dit, c'est super, je vais mener des actions de sensibilisation, de rapport, donc sur la ville, sur les enjeux urbains, sur la thématique du réchauffement climatique. Donc, moi, c'est le terme frugalité, je l'emploie pas spécialement, mais pour moi, ça en fait clairement partie. Et en fait, dans les établissements, par exemple, scolaires dans lesquels je travaille, j'interviens. Donc, c'est notamment des REP et des REP+, donc beaucoup dans des quartiers politiques de la ville. En fait, je me suis rendu compte que je me suis dit, ouais, c'est super de venir et d'intervenir sur ces questions-là. Mais en fait, les ados ou les enfants que j'ai en face de moi, clairement, c'est pas les futurs gros pollueurs. En fait, il faut que j'intervienne dans des quartiers bourgeois. Enfin, c'est pas là où il faut que j'intervienne. Donc, c'est bien de les sensibiliser, de les questionner, mais moi, j'ai presque envie de les mettre en colère et de leur dire, en fait, vous allez payer les conséquences de personnes qui, globalement, ont bien plus de privilèges que vous
et qui qui ont très envie de continuer sur un mode de vie consumériste parce que voilà, pourquoi j'ai qu'une vie, donc je fais bien comme je veux. Moi, c'est des discours que j'entends aussi, j'imagine que vous aussi. Et donc voilà, moi il y a déjà un premier élément là-dessus qui est de me dire la frugalité, donc pour qui? Et peut-être que je pense qu'en priorité, nous, on a à être frugaux. Ouais, frugaux. On a à être frugaux et tout un tas d'autres personnes parce que en fait nos besoins primaires sont largement satisfaits. Donc quelque part on a un peu plus de temps et d'énergie à consacrer à ces questions-là. Et j'ai un autre exemple qui m'est venu aussi, c'est que quand on mène des concertations, donc je crois qu'au téléphone j'avais pris un exemple, soit dans un espace public, par exemple réaménagement d'une place, d'une aire de jeu, ou dans une cour de collège, par exemple. Donc on travaille avec les usagers et usagères et là des fois avec nos collectivités qui sont souvent nos commanditaires, ça arrive, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive qu'on ait les élus qui soient un peu inquiets de oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous demander, ça va être des choses extraordinaires, mais nous on n'a pas les moyens, etc. Oui. Et en fait, nous, la grande majorité des concertations qu'on mène, les premiers éléments qui viennent, c'est ce serait bien si on avait des bancs, des poubelles, un point d'eau, puis des toilettes. Alors ça, on sait, c'est compliqué, mais quand même, ce serait super. Et nous, on est là, oui, c'est vrai. En fait, c'est un peu la base. Oui, effectivement. Mais est-ce qu'on peut rêver un tout petit peu plus? Non, mais vraiment des bancs, mais des bancs qui, en plus, serait bien qu'ils soient entretenus. C'est-à-dire que quand ils sont défoncés, ce serait vachement sympa si on pouvait les remplacer, parce que voilà. Et ça, typiquement, nous, c'est notre quotidien. Et donc là, la question, je trouve, de la frugalité, pour moi, me paraît un peu lointaine dans mes pratiques, parce que de fait, les interventions que j'ai sont frugales. Voilà. C'est très intéressant et j'imagine que ça peut faire écho aussi certains d'entre vous à vos pratiques. En tout cas, c'est intéressant d'interroger comme ça ce mot de frugalité, ce mouvement aussi, mais même le fait qu'on soit là ici aujourd'hui et je vous remercie Lucie de poser la question en ces termes. Et Léa, on n'en est pas très très loin. Léa Hobson, finalement, la frugalité, c'est presque pas dans le calendrier, quoi. Là, il y a un moment où il faut se soulever, tiens. Oui, moi c'est vrai que quand tu m'as posé la question, il y avait une part de moi où ça m'a rien évoqué, et en même temps, il y a plein de choses qui me venaient à l'esprit, mais je me suis surtout dit, mais en fait, ça dépend qui utilise ce mot, quoi, parce qu'en fait, en fonction de qui l'utilise, ça peut être réapproprié, détourné, voilà. Enfin, c'est comme plein de mots aujourd'hui, que ça soit des alternatives, des tiers-lieux, du bas carbone, enfin la transition. En fait, en fonction de qui l'utilise, ça n'a pas absolument pas la même portée et le même sens. Et donc, ce qui fait que moi, j'ai un peu réfléchi aux mots différemment, mais là que j'ai parlé personnellement et puis aussi au nom des soulèvements de la Terre, mais il y a vraiment la conviction que le point de départ, c'est la Terre. Et ceux et celles qui habitent et peuplent la Terre, que ce soit des humains ou non. Et en fait, à partir du moment où ça, c'est le point de départ, tout ce qu'on va faire dessus ou avec va orienter tous les choix qu'on va faire. Et donc à partir du moment où on va entraver la terre et celles qui la peuplent, quoi, et en fait c'est là le point de limite, il est là, quoi. Et donc c'est un peu, en tout cas c'est une vision qui est beaucoup plus peut-être méta, si je pourrais dire, mais dans le mot, moi il y avait quelque chose qui me dérangeait quand il était un peu sorti aussi du contexte dans lequel on est là, c'est que ça pouvait, il pouvait y avoir juste les solutions, quoi. Enfin, il y avait quelque chose où dans cette idée que tu as un petit peu évoquée, mais vraiment de quand on parle de justice climatique et sociale, il y a le mot justice, et que en fait la frugalité, elle se passe pas sans tout ce qu'il y a autour, et notamment il y a la part climatique dont on parle beaucoup, et les émissions de CO2, etc., le bilan carbone, mais il y a aussi toute cette part sociale dont on ne parle pas ou très peu, et qu'en fait c'est une combinaison de tout ça, quoi. Et c'est plus une posture. Et moi, ce qui me faisait peur, en tout cas avec ce mot, et plus je l'entends, il y a aussi quelque chose de
bon, faut rester un peu discret. Enfin, faut qu'on se fasse le plus petit possible, faut qu'on consomme le moins possible, faut qu'on soit voilà le plus simple dans l'humilité de nos consommations, Mais en fait, là, moi, je vais plutôt être la voix de non. En fait, faut faire beaucoup de bruit. Et je rejoins la massification. C'est que la massification, elle crée un rapport de force. Et donc, pour moi, le mot frugal, faut pas qu'il soit associé à quelque chose qui soit plutôt de l'ordre de bon bah on va vraiment être petit dans notre consommation de oui, mais c'est pas pour ça. Enfin, c'est pas en faisant ça qu'il faut être petit, quoi. Au contraire, faut prendre de la place avec cette posture-là, quoi. Et puisque Dominique vient de me rejoindre, mais je t'assure, en plus, je comptais te donner la parole à toi ou à quelqu'un, mais et même si c'est pas exactement, je précise quand même, c'est pas exactement le sujet de nos discussions. On doit sortir de là avec des actions concrètes en tête et qu'elles soient certainement pas finies. C'est une liste avec des 3 petits points à la fin. C'est l'objectif à la fin de cette discussion. Mais on y arrivera à mon avis par ce détour-là. Mais tant qu'à avoir entendu ce détour-là, effectivement, je veux bien t'entendre, Dominique, peut-être. Je voulais juste. Ah, attends, mince, alors, c'est la plus. Je voulais juste préciser que pour nous, la frugalité est la juste utilisation des fruits de la terre. Donc j'ai beaucoup aimé quand tu as dit on commence par la terre. Nous aussi on commence par la terre. Et c'est pour ça qu'on a choisi le mot de frugalité et pas de sobriété. Je suis comme Anne, compagnonne Négawatt. Donc c'est vrai que chez Négawatt on parle depuis plus de 20 ans de sobriété. Mais nous on a choisi frugalité justement par ce rapport très profond à la terre. Donc je pense que c'était Alain l'expliquera en détail tout à l'heure, mais je pense que là c'était important dans ce moment où vous parliez de la terre de dire ce que c'est pour nous la frugalité. Et la précision est très importante. Merci beaucoup Dominique. Et ben justement puisque on commence à ouvrir la parole, alors ça va peut-être être le moment de l'ouvrir plus largement. Et alors Julie doit être dans le coin. Elle est là, Julie, elle est juste en face. En introduction de ce deuxième temps où on va essayer d'échanger un peu plus entre nous, tu voulais proposer un deuxième moment d'inclusion, je crois. Oui, on va faire encore un petit moment où vous allez pas. Merci. Je redonne la parole et à tout à l'heure. Alors on va relancer une deuxième partie de discussion qui très vite s'ouvre à chacun d'entre vous. Mais alors peut-être juste avant d'en venir à des actions très concrètes, j'aimerais bien qu'on reprenne un tout petit peu 2 mots du débat qu'on a eu entre nous. J'espère que le micro ça va pas faire de l'harcèlement, mais ça a l'air d'aller. 2-3 mots qu'on a eu entre nous là parce que on a profité de ce temps-là effectivement pour faire notre introspection collective sur ce qui a été dit. La question de la massification, elle en amène une autre et je crois que ça va directement faire le lien avec les actions concrètes à mettre en œuvre. C'est la question de l'entrisme. Est-ce que toutes nos actions, on doit essayer de les mener par le biais du système, ce qui est déjà en place, en le faisant évoluer même un tout petit peu, finalement, ça peut avoir une grande incidence parce que c'est quelque chose qui est déjà en place, qui est à une très grande échelle. Ou alors, à l'inverse, est-ce que, non, il vaut mieux aller au bout de son action, quitte à être décalé par rapport au système, mais au moins on peut porter le propos à fond. Et très naïvement, j'avais en tête pour moi que l'entrisme, que la massification, c'était une manière, par le biais du système, de faire évoluer les choses. Ce à quoi Léa, tu t'es opposée farouchement. Non, c'est pas vrai. L'entrisme, il peut se faire en dehors du système. Ah oui, alors moi je suis pas du tout dans l'entrisme, je suis absolument pas dans la norme. Non, je suis convaincue qu'en fait tout se passe par je suis convaincue du changement par le bas, par des biais auxquels on s'attend pas. Pardon, la massification peut se faire en dehors du système. Ah oui, j'en suis convaincue. Et je pense d'ailleurs, quand on voit le sujet de la bétonisation, que en fait, les personnes qui vont lutter pour ou contre, parce que encore une fois, pour moi, les deux vont toujours ensemble. En tout cas, c'est absolument pas les architectes, c'est pas les urbanismes, c'est le monde de la construction n'est pas du tout, en tout cas à mon sens, à la hauteur de comment il faudrait vraiment se battre et s'opposer à plein de choses. Et donc je pense que c'est pas forcément l'un ou l'autre, je pense que c'est les deux, mais ce qui est sûr c'est que c'est les deux qui vont s'écouter, qui vont vraiment entre guillemets travailler ensemble, quoi. Et en fait, c'est justement plutôt nous et vous qui sommes de ce milieu-là qui ont quand même un pas à faire vers
justement toutes les initiatives et les personnes qui ne sont pas forcément dans ce milieu. Mais non, l'entrisme pour moi mais pour autant je rejoins un peu ce qu'on se disait aussi, c'était qu'il faut faire bouger les choses de l'intérieur aussi. Et donc l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Mais on peut pas avancer sans tout le monde, c'est pas possible. Roger Garivier. Bah ouais, je suis 100% d'accord. Je fais vœu de sincérité et c'est vrai que quand on me fait un procès d'intention, je me dis c'est dommage, on perd son énergie, quoi. Bosson, enfin vous avez vu, on n'en est pas beaucoup, hein. Enfin on est beaucoup, mais faut voir la masse qui a bougé de l'intérieur, de l'extérieur, enfin faut y aller, quoi. On n'a plus trop le temps de discuter en longueur, même si c'est toujours très intéressant. Faut pas partir bille en tête sans avoir ce fameux cap. Enfin, pour moi, c'est mon fil d'Ariane. Et il faut agir et surtout qu'il y ait des résultats, hein. Enfin voilà, le compteur est machin. Je pense que le +3, le +4 et machin. Enfin voilà, quoi. C'est que ça va être là, quoi. Bon, donc, Anne Rial, la question se pose parfaitement, notamment avec les labels. Vous évoquiez tout à l'heure un label dont j'ai oublié le nom. Moi je l'ai noté en tout cas. Allez, dites-le nous. Cliva Air Energy, voilà exactement. Un label. Là, on est complètement de l'intérieur. Et vous revendiquez cette manière-là d'agir? Non, moi je revendique que tout ce qu'on peut faire à son échelle, que ça soit de l'intérieur, de l'extérieur, sur la marge, au milieu, mais faites-le. Plus 1,4 degrés. Il y en a qui font du ski dans la salle, là. Moi, j'en fais. Ouais, on n'est pas beaucoup, hein. On va pas en faire beaucoup encore. Non, mais c'est une blague, le ski, parce que c'est une question de loisir. Mais quand on voit les problèmes de sécheresse, les problèmes d'agriculture, quand on voit que on a de plus en plus d'impact du changement climatique, effectivement, pour des tas de raisons, peut-être que je suis plutôt de l'intérieur via les labels. Mais quand on discute avec les gens, quelque part, il faut avoir la même langue pour arriver à travailler ensemble. Donc, fermez les yeux, donnez-moi la main, je vais vous emmener à moins 20% de gaz à effet de serre ou moins 30, vous en rendrez même pas compte. Suivez le label. Enfin, les villes qui l'ont fait, peut-être que Daniel a regardé un peu sur Chambéry. C'est finalement pas si dur. Alors, il y a des choix à un moment ou à un autre, ils vont être durs parce qu'on va rencontrer des intérêts économiques. C'est pas non plus le monde des bisounours. Donc, à la fois, faut être de l'extérieur, et je pense que c'est super qu'il y ait des gens qui disent ça va pas du tout et qui le disent fortement et qu'ils aient des actions qui sont symboliques, qui se voient et qui font prise de conscience. Après ça va peut-être faire 1-2%. Et moi, je suis affolée quand je dis à mon gamin qui est au Bourget du Lac, il y a eu des manifs le vendredi. Ben non, tu vis avec des extraterrestres et tu t'en rends même pas compte. Mais non, je suis pas avec des extraterrestres. Je suis dans les gens qui ont envie que ça bouge. Et il faut vraiment que ça bouge. Donc, de l'intérieur, de l'extérieur, on s'en fout, mais il faut accélérer et effectivement, faut massifier. Et c'est pas un gros mot, c'est juste, on en parlera peut-être après, c'est des questions de prise de conscience et puis c'est aussi des questions d'infrastructure. Si on peut avoir une SIC, c'est parce qu'il y a eu un élu vert qui s'appelait Guy Asquette, qui s'est retrouvé au gouvernement et comme il avait beaucoup travaillé concrètement sur le territoire dans sa région, où la présidente de Région Verte avait l'habitude de dire le monde d'après, c'est nous en fait, parce que eux, ils avaient des rivières qui avaient changé de sens à cause du monde industriel, donc elles coulaient dans un autre sens, tellement qu'ils avaient impacté l'environnement, la terre, etc. Guy Asquette, il a monté cet outil qui permet d'associer les différentes personnes, et je pense que c'est une des choses qui nous manque, c'est qu'on est souvent en opposition, et il y a d'autres pays où on travaille beaucoup plus ensemble et on arrive à travailler sur la partie où on est d'accord. Peut-être Dominique pourrait le dire parce qu'elle travaille pas mal en Autriche, mais on peut avancer sur certaines choses. À Genève, il y a des communes où le maire est de la minorité. Il y a 3 élus qui forment ce qu'ils appellent l'exécutif et en fait, ils tournent chaque année. Alors voilà, et une fois je lui proposais dans le cadre du label d'aller sur un truc un peu plus loin, je me disais lui il a l'air sensible, il va pouvoir aller plus loin, puis il m'a répondu ma petite dame, moi je suis minoritaire, ça je le ferai jamais passer. Mais est-ce qu'il avait raison de se dire non, là j'y arriverai pas? En tout cas ils avancent plus vite que nous, même si la Suisse aimait beaucoup, donc
Et alors, pardon, j'arrête pas de retarder ce moment-là, mais je vous assure qu'on y vient. Et juste avant de donner la parole et que Julie puisse, Julie qui est au fond, voilà, vous pourrez la solliciter pour qu'elle fasse passer le micro. Peut-être je vous demande à chacun un élément concret, une action, et à partir de maintenant, on a plus ou moins cadré les débats, et donc là maintenant on peut un peu aller dans tous les sens, mais qu'on puisse noter des choses, entendre des choses et comme ça réagir à ce qu'on entend. Si des mesures, une mesure chacun, peut-être en commençant Léa par ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Vous parliez de l'exercice de l'architecte qui, je crois que vous l'avez dit juste avant, on n'est pas du tout au niveau. Je sais plus exactement qu'est-ce que vous disiez juste avant, mais voilà, il y a un engagement beaucoup plus fort à mettre en œuvre, notamment à travers la question du territoire d'action. Voilà, si vous voulez nous dire un mot là-dessus, et puis comme ça après on prend chacun la parole avant de. Oui, enfin ça vient de moi, que ce soit mon histoire personnelle, en tant qu'architecte, et en tant après que militante et activiste, mais de sentir un décalage très 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 fort entre moi ce que j'ai pu, les endroits où j'ai pu travailler, ce que je pouvais constater et vivre dans le milieu et le monde de l'architecture et de l'urbanisme, et ensuite ce que j'ai vécu personnellement avec mon corps, avec mes tripes dans le monde militant, et un sentiment d'injustice, d'incompréhension, de frustration et de grosse colère de voir des bâtiments détruits, des forêts détruites, de devoir bloquer des chantiers, d'occuper des terres et de me sentir très très seule là-dedans. Donc je pense que tout ça émane un peu de ce vécu-là, et à côté de voir moi beaucoup de camarades entourés, enfin qui sont agriculteurs ou éleveurs, entourés de paysans, et que on va dire le soulèvement paysan en tout cas est très présent dans des luttes pour défendre les terres, et d'être assez désemparé face à l'inaction entre guillemets, donc avec le mot vraiment de l'action quoi, du monde qui est plutôt du monde de la construction, que ça soit des architectes aux artisans, artisanes, mais je dirais qu'il y a... C'est bien, enfin non, mais parce que il y avait une manière de le résumer que j'avais bien aimé, c'était montons une confédération paysanne de l'architecture. Vous m'avez dit ça un petit peu, non? Ouais, en tout cas, il manquait beaucoup de personnes qui travaillaient dans le secteur de la construction, qui travaillaient et qui pouvaient ensuite venir en soutien à des luttes. Enfin, il y avait vraiment un besoin énorme. On continue le tour de table, peut-être Rémi Pascual. Ces logements à coût élevé mais à prix de vente faible, comment est-ce qu'on les met en œuvre, si on doit résumer les 1, 2, 3 points qui permettent cela? Ça va rejoindre l'échange qu'on a eu juste avant sur comment on change le système de l'intérieur ou de l'extérieur. Et donc moi je suis perpétuellement entre les deux, c'est-à-dire que j'essaye de faire différemment, et donc pour faire différemment effectivement il faut aller au plus près des collectivités pour acheter le foncier à un prix juste. Il faut être accompagné par les financeurs, les banquiers qui sont d'accord avec un équilibre de bilan qui se pratique pas d'habitude sur des taux de marge, des taux de rémunération, etc. Et donc, on est constamment en train de faire des allers-retours. Et donc, ça passe forcément encore plus aujourd'hui par un engagement fort du politique, un engagement fort des financeurs comme des banques, comme par exemple la Banque des Territoires, et ensuite par des énergies à l'intérieur de la SIC pour créer de l'intelligence collective et puis œuvrer dans le même sens. Voilà, donc ça n'a rien d'être évident, mais en essayant de réinterroger à chaque fois qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pour qui on le fait, à qui on destine les logements, on vient faire un autre équilibre dans le bilan d'opération, et donc redonner au coût de construction plus de place, et essayer aussi de diminuer le prix de vente. La SIC participe aussi à ça parce que du coup il y a pas de redistribution des bénéfices, et les financeurs, c'est dans le choix des bons financeurs des financeurs qui sont prêts, comme vous le disiez, à réduire le taux de marge. C'est deux éléments quand même assez notables à mon avis. Ouais, c'est ça. C'est à la fois la marge, la rémunération, et puis ne pas faire de surenchère sur l'achat du
terrain parce que on commence par déséquilibrer l'opération comme ça. Voilà, mais on a vraiment besoin de cet accompagnement-là parce que sinon, nous, notre première opération, on est arrivé, on avait un bel idéal, on l'a faite, elle était ambitieuse d'un point de vue qualitatif, environnemental, etc. Et puis, on arrive devant la banque et on lui dit, voilà, c'est ça qu'on veut faire. On lui dit, non, monsieur Pasquale, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, voilà. Donc bon, après, en discutant, en expliquant, etc., on y arrive. Mais c'est effectivement, c'est loin d'être simple. Lucie Paulet, voilà, toujours sur une mesure. Je vous prends un peu de cours. Hein, j'espère que c'est pas des questions pièges, mais j'imagine que sur cette question de, encore une fois, comment construire une société frugale, il y a la question de la transmission, il y a la question de la diffusion, du fait d'intégrer tout le monde dans cette évolution. Oui, tout à fait. Nous, c'est vraiment l'un des gros objectifs de Robin des Villes, c'est de pouvoir travailler avec tous et toutes, de trouver des outils qui permettent justement de faire des échanges qualitatifs. Et on vise rarement le quantitatif. On est vraiment plus sur la notion de qualitatif, d'aller vers toutes les populations et Non, c'est. C'est bon, ouais. Par exemple, d'être vraiment transparent dans les notions de participation citoyenne, de savoir quand on va vers un public, pourquoi on y va, pour quelles raisons, et d'être complètement honnête envers ce public-là, c'est-à-dire que si on nous demande d'animer une réunion publique, ce qu'on n'aime pas trop, hein, globalement on n'est pas très fan des réunions publiques, d'être honnête, de dire ça va être notamment une réunion d'information, parce que c'est quand même très compliqué de faire de la concertation lors d'une réunion publique, parce qu'il y a tout un tas de biais sociologiques qui vont être faits où clairement la parole ne sera pas donnée pour tous et toutes. Donc nous on travaille beaucoup sur avec des plus petits groupes à des plus petites échelles, et l'objectif c'est ça, c'est que vraiment tout le monde puisse avoir la parole, et donc on peut parfaitement travailler avec des enfants dès la maternelle, comme aller bien sûr jusqu'à des personnes âgées. Nous on a même un projet en cours qui se passe en lien avec une maison de retraite où on met en lien des écoliers et des seniors d'une maison de retraite, et c'est hyper intéressant d'avoir les deux échanges, et c'est un peu les deux grands oubliés dans la population, dans la fabrique de la ville. Donc oui, associer d'une manière générale la population et lui redonner du pouvoir de décision, mais vraiment, c'est-à-dire pas juste pour faire joli, pour dire on va donner du pouvoir de décision. Non, en fait, qu'il soit vraiment co-décideur dans les projets, et nous on l'intègre dans nos projets dès la programmation, pour parler sur les questions de projets urbains, architecturaux. C'est vraiment de dire que en fait toute conception elle part d'une programmation, et si cette programmation est faite avec les futurs usagers et usagères, elle sera d'autant plus pertinente. Roger Garivier, alors même question. Des actions. On part sur quoi pour commencer? C'est assez bien fléché en fait. Derrière le terme d'industriel qui pour certains peut apparaître comme un gros mot, en fait je sors trois notions et qui sont fondamentales dans notre action. La première, c'est alors un autre gros mot, mais c'est la productivité. En gros, aujourd'hui, moi, je vois bien tout le monde veut pas décarboner, faut pas exagérer, mais tout le monde préférait construire avec du biosourcé à iso-coût. On est soumis à la loi MOP notamment, donc les marchés, c'est bien souvent, la dimension prix est quand même extrêmement importante. Donc, on doit veiller, et c'est lié à la massification, on se doit d'avoir des fabrications, des produits qui puissent se vendre tout simplement, quoi. Voilà, c'est déjà la première chose, et qui soit d'une certaine manière compétitif. Le terme compétitif ne veut pas dire forcément moins de 10 ans, mais il y a d'autres choses derrière. Donc il faut travailler vite, je dirais, pour déployer, pour répondre à la demande, et bien, et ça c'est fondamental. Je peux vous garantir qu'au niveau paille, on serre les fesses. On veut pas qu'il y ait de contre-exemples qui serviraient à éteindre une filière. Ça pourrait aller très très vite. Donc la qualité est au niveau, travailler industriellement, on a une certaine
répétabilité de notre process, de notre manière de faire, avec des dossiers de fabrication, des suivis, etc., qui permettent de vraiment bien structurer ça. Voilà, c'est fondamental. Et la troisième, en fait, c'est souvent un peu oublié par rapport aux matériaux biosourcés, c'est la pénibilité. On pourra pas massifier si on fait tout à la main, quoi. Voilà. Et il y a la réno, par exemple, ça s'y prête très très bien, la rénovation par geste, etc. Nous, sur ce qu'on essaye de faire, il y a une dimension pénibilité qui est une botte de paille, c'est 20 kilos. Quand vous en trimballez 100 par jour, ben vous faites pas ça 215 jours par an, c'est très clair. Au bout de 6 mois, vous avez des tendinites, vous êtes arrêté. C'est pénible potentiellement. Donc on travaille pour qu'on puisse faire ça. Ça reste encore physique. Et moi j'ai un des éléments qui permet de voir si j'ai bien travaillé ou pas, c'est notamment de pouvoir travailler dans l'atelier avec des monteuses, voilà, et des femmes qui travaillent dans l'atelier aux côtés des hommes, et qu'elles soient pas ruinées au bout de 3 mois. Voilà, c'est un peu et voilà. Donc en fait, finalement, c'est assez fléché, et je me pose encore plein de questions tout le temps derrière, mais le cap par rapport à notre action, il est celui-ci, quoi. Et alors, pour terminer ce tour de table, et juste après, on ouvre la discussion à Anne Rial. Même question. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on retient à travers vos actions depuis votre point de vue, comme une action prioritaire ou un résumé des actions à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif-là? Alors, j'ai envie de dire, en fait, peu importe du moment qu'on fonce, parce qu'il y a vraiment une urgence climatique. Et qui se double d'autres urgences. Ça a été dit, il y a des urgences sociales, il y a des questions de coûts, et je trouve qu'un bon moyen. Bon, moi j'ai fait mes études grâce à l'État, puisqu'il m'a donné une bourse. Sinon, voilà, c'est comme ça. Je suis devenue végétarienne il y a 40 ans à peu près. À l'époque, même Alain à l'époque, bon, voilà. Il faut bien qu'il ait quelques défauts, lui aussi, comme tout le monde. Non, mais franchement, c'est une blague. Mais essayez de réfléchir à la part de carbone et de gaz à effet de serre dans une alimentation carnée ou dans une alimentation végétarienne, et combien ça vous coûte la différence. Moi, ça m'a permis en fait de pouvoir bouffer, tout simplement, parce que céréales plus légumineuses, c'est équilibré. Ça permet d'avoir bien la pêche, hein. Il me semble, c'est ce qu'on me dit souvent. En fait, ça vous baisse vraiment votre budget. Donc ça, c'est une chose qui est simple, qu'on peut tous faire. Alors peut-être pas tout le temps. Je suis pas non plus intégriste, même si pour moi, j'aime pas. Voilà, je veux pas. Les gens autour de moi font ce qu'ils veulent, mais réfléchissez-y et voyez avec votre entreprise, est-ce qu'elle peut le faire, votre collectivité, est-ce que dans les cantines on peut passer à du végétarien et à du bio, est-ce que ça permet qu'il y ait un petit peu plus de budget. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut regarder comme ça. Faites des groupements d'achat. Maintenant, il y a plein de trucs qui existent comparé à avant, et on peut prendre son bilan carbone ou son bilan gaz à effet de serre avec tous les outils qui existent. Bon, vous aurez 2 tonnes en base, de toute façon, dans les outils qui existent, donc ça va faire beaucoup. Mais regardez, qu'est-ce qui compte pour vous? Est-ce que c'est l'avion? Il y a ma voisine qui a dit que l'avion, voilà, c'était vraiment pas bien. J'ose espérer, parce que je préfère transporter des personnes que des biens, j'ose espérer qu'on arrivera à relocaliser une partie de nos productions. On le fait un peu avec des isolants, on a un exemple là sur la table ronde, et que on aura de la compensation qui sera faite intelligemment. Ce sera pas des palmiers à huile de palme qu'on ira planter. Il y a le GRES qui fait de la compensation qui est bien faite, qui permet effectivement de bien compenser ces émissions. Donc, ça peut être le transport. Qu'est-ce que je peux supprimer? Où est-ce que je peux être plus frugal? Ça peut être notre logement, de combien j'ai besoin. Est-ce que je partage mon logement parce que les gamins sont partis et que du coup on a parlé des maisons de retraite avec les enfants? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme ça? Il y a plein de modèles, il y a plein de choses qu'on peut faire. Dans le contexte, moi je parle d'infrastructure, mais pas que de transport, y compris l'infrastructure législative, juridique qu'on a aujourd'hui. On a des choses qui peuvent évoluer, on n'a pas toujours, même s'il y a un EF, crédit coopératif, il y a des banques qui sont mieux que ce qu'il y avait il y a 40 ans, mais on peut pas dire il y a 40 ans, mais il faut encore que ça bouge tout ça, mais on ne fera pas bouger à la fois donc, des infrastructures et puis chacun de nos voisins en font l'HPI. Mais si on commence nous déjà à modifier les choses, ça va quand même interroger
Et puis ça va quand même bien avancer, même si on émet toujours beaucoup trop de gaz à effet de serre. Et puis alors, juste une page de pub, mais pour SDR, s'il y en a qui veulent se former sur la transition écologique, il y a plein de gestes, il y a plein de formations à l'ASDER, donc vous pouvez aller voir. Et effectivement, il y en a aussi dans plein d'autres régions, il n'y a évidemment pas que Oura. On est à 7 formations qui sont dupliquées dans plein d'autres régions. Donc, il y a plein de lieux de formation aussi, quand on a envie concrètement de savoir ce qu'on veut faire. Et pas forcément en tant que professionnel, ça peut aussi être en tant que particulier. Voilà qui est dit. Alors ça ouvre un petit peu. Voilà, là c'est on ouvre une boîte peut-être de Pandore. Je l'espère en tout cas avec vos réactions qui viendront compléter tout ça. Julie est derrière et si vous levez bien haut la main, elle va venir vous donner la parole. On voit qu'il y a 5-6 mains levées et espérons pouvoir tous leur donner. Et si vous voulez bien vous présenter, alors vous levez, c'est encore plus sympa, mais je voulais pas vous l'imposer. Mais voilà, si vous voulez bien juste vous présenter, en tout cas qu'on ait votre point de vue avant d'entendre votre remarque ou votre question. Bonjour à tous. Julia Coutet, je suis architecte salariée dans la Loire. Alors moi, sur toutes ces questions, et je pense sur la fin des échanges, on a une notion là qui est arrivée, c'est la notion de temporalité. Et pour moi, c'est un axe qui est vraiment à prendre en compte dans la recherche de la frugalité, parce qu'on est face à une urgence climatique, donc il faut agir vite. Mais pour moi, dans un projet de construction, il faut prendre le temps pour faire bien ce que vous disiez. Il faut construire bien. Et pour moi, il y a cette question de oui, il faut aller vite, il faut développer des processus qui s'appliquent peut-être plus largement à beaucoup de projets. Mais pour moi, prendre le temps, c'est aussi faire bien. Et vous parliez de changer aussi de l'intérieur les processus en place. Et c'est changer la temporalité aussi, parce qu'il faut toujours aller plus vite. Faut toujours rendre des projets à toute allure, répondre dans des délais ultra courts, rentrer dans des délais de chantier qui sont intenables. Et voilà, ça pose la question de tout ça. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et si vous le voulez bien, on va pas faire une réaction tout de suite. Peut-être on en prend quelques-uns et pour faire un lot de réactions d'un coup. Voilà, on vous écoute des commentaires ou des questions encore une fois en vous présentant si vous le voulez bien. Bonjour, je suis coordinatrice filière de l'association Enfin Réemploi à Chambéry. J'ai une question pour Roger, la manufacture bois-paille. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, alors après, je crois qu'il y a plusieurs questions, nous parler de la gestion de vos chutes d'atelier? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous avez déjà mis en place une démarche circulaire pour qu'elle retrouve une place dans votre territoire avec des artisans, des particuliers qui viendraient éventuellement en braderie pour les récupérer? Savoir ce que vous en faites, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être cette question, vous pouvez répondre directement, Roger, le temps qu'on donne la parole à quelqu'un d'autre. Ouais, les chutes d'atelier, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, clairement, c'est un truc qu'on n'est pas fait encore. J'ai travaillé du coton recyclé. Le coton recyclé, il n'est pas tout à fait calpiné sur l'anthrax des montants. Bref, il y avait un petit peu de chute. J'ai dit à l'industriel, mettez-moi une benne, enfin, je vais empirer, et puis ça repart chez vous. Et en fait, on n'a pas pu reboucler. Et je trouvais ça hyper dommage. Donc, on a, sur cette axe-là, il y a des marges de manœuvre colossales. Après, on est tout petit, quoi. Donc, on a des sujets saisonniers, à traiter, à améliorer, des comme ça. Et j'ai été en pro, donc j'ai beaucoup travaillé pour avoir du bois qui ne viennent pas de l'Europe du Nord, mais d'à côté. Ça paraît tout bête, mais les histoires de cours du bois, de trucs, il faut rester compétitif, donc c'est un vrai boulot. Ce sujet-là, aujourd'hui, il n'est pas encore bouclé. On travaille de plus en plus avec des bases minérales, des panneaux de type ferme à sel, notamment pour sanctuariser la construction bois. Et une ferme à sel, il n'y a pas de circuit de recyclage parce qu'il y a une âme en cellulose et on ne peut pas le recycler. Et moi, tout seul, avec un petit bras,
Aujourd'hui, je suis pas en capacité à monter. Donc voilà, la réponse, c'est que ce n'est pas satisfaisant du tout aujourd'hui. Pareil pour l'USB, pareil pour tout un tas de matériaux à base de bois, mais qu'il faut retraiter, etc. Et puisque vous restez dans le coin, Roger, ça pourra donner l'occasion de discussion, d'ailleurs même en dehors aussi. Enfin voilà, vous êtes là, vous êtes identifiable et on peut en parler avec vous. Et juste avant de donner la parole, une toute petite précision, parce que Roger Garivier, ça rejoint un peu des discussions que j'avais eues avec Rémi Pascual. J'ai l'impression que l'un et l'autre, vous envisagez votre action entrepreneuriale comme voilà, des petites marches. Et j'entends que ça peut être un objectif. Il y a une hiérarchie des objectifs et on avance petit à petit là-dedans. Mais c'était un petit peu ce que vous me disiez, Rémi, à savoir avec des premières opérations intéressantes, mais on peut faire encore mieux et on avance là-dedans. On vous écoute, oui, s'il vous plaît. Donc François, moi je suis dans le système puisque je suis contrôleur technique, mais et je suis à côté du système quand je viens ici dans les différentes associations ou dans la terre où je suis dans le collectif qui veut essayer d'écrire les règles professionnelles de la terre crue. Et donc dans le système, je joue avec par mon expérience, j'arrive à jouer avec et puis de le transgresser un petit peu et pour aider justement à ce que les projets se fassent. Mais en fait, de par ma connaissance du système, on doit lutter contre des intérêts économiques, qui utilisent des lobbies, contre la société néolibérale ou ultralibérale. Et on va pas faire la révolution et tous les égouiller, quoi. Ils existent et les intérêts économiques, ils vont continuer. Et donc, ce qu'il faut, la massification, elle doit se faire à partir du bas, de la terre, un peu comme en Afrique d'ailleurs, ils sont en train de faire en ce moment, et se développer, et puis avoir les deux mondes. Voilà, les deux doivent fonctionner en même temps, peut-être avoir des ponts entre les deux, mais il faut pas perdre son énergie à lutter contre des murs, quoi. On va là encore, on va le mettre en débat un peu cette discussion dans un instant. Peut-être Julie, si tu veux bien. Merci en tout cas beaucoup pour le témoignage auquel on va pouvoir réagir. Et on a d'autres questions, remarques, et on vous écoute. Oui. Bonjour, je suis Caroline Maréchal. Et bien proche, pardon. Ouais. J'étais architecte, je suis enseignante et je voudrais souligner un point qui n'est pas abordé d'une manière générale et qui concerne la pollution chimique de l'air intérieur, avec des événements importants qui sont passés, on va dire, cette petite dizaine d'années. J'ai peur qu'on n'ait pas tous bien entendu, excusez-moi. Oui, je voulais vous parler de la pollution chimique de l'air intérieur et de la prévention primaire et de la santé et de la réglementation. Il y a eu en décembre dernier un décret qui a permis de rehausser le seuil du formaldéhyde dans l'air des écoles et qui a permis de dire que, contrairement à l'objectif qui était fixé depuis 2009 d'atteindre en 2023 10 microgrammes par mètre cube dans ces lieux qui accueillent les enfants, ce seuil a été rehaussé à 100 microgrammes par mètre cube. Je pense que il faudrait pas que ce soit un non-dit dans cette association. Je serais fière de pouvoir continuer à adhérer à ce mouvement si ce sujet n'est pas un tabou. J'entends tout à fait, Julie, de l'autre côté. J'entends tout à fait et je pense que ça va pouvoir amener des discussions, des réactions, peut-être en dehors de la table ronde, dans le sens où je ne sais pas si nos intervenants seront les mieux concernés sur le sujet. En tout cas, on l'a tous entendu et merci d'une part de nous
donner l'information, peut-être pour ceux qui, comme moi, ne la connaissions pas. Et d'autre part, ça va pouvoir amener des discussions tout à l'heure, j'imagine, avec toutes les équipes, différents groupes locaux. Julie et monsieur. Oui, bonjour, donc je m'appelle François Badet et donc je vais être là un témoignage de l'intérieur parce que je suis un haut fonctionnaire dans la Loire pour le coup. Donc je vais apporter un témoignage de l'intérieur en tant que haut fonctionnaire. Et donc pour vous dire que pour travailler à la fois avec le monde économique et surtout au sein de l'État, en fait, par rapport à il y a 40 ans, où les plus anciens se rappellent que c'était inimaginable que et l'État et l'économie bougent sur la question de la transition écologique. Aujourd'hui, on voit que tout le monde bouge, avec toujours des conflits d'intérêts, bien sûr. Mais aujourd'hui, au sein même de l'État, en fait, tous les hauts fonctionnaires sont formés sur la fresque du climat. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, toute la machine de l'État est en train de basculer vers la transition écologique. Voilà. Et c'est toute la société. En fait, c'est les anciens qui ont grandi avec les 30 Glorieuses, avec les idées des 30 Glorieuses, ils sont plus aux décisions. Et donc aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir dans l'État et dans le système d'une manière générale, en fait, sont ceux qui ont grandi avec la conscientisation de la transition écologique. Donc c'est en train de se faire. Voilà, c'était un témoignage. Et merci pour le témoignage auquel on va pouvoir répondre dans un instant. Peut-être maintenant, avant que on ait encore un témoignage et on va ensuite pouvoir faire une réaction groupée à tous ces sujets-là. On vous écoute. Bonjour. Alors, du coup, je suis Stéphanie Ortola. Je suis dans le rôle hybride que vous avez évoqué tout à l'heure. Je suis à la fois urbaniste et puis à un moment donné, le maire de ma commune s'est dit vous êtes compétente, est-ce que vous voulez pas venir dans l'équipe? Je suis venue dans l'équipe, je suis adjointe au maire d'une ville de 26 000 habitants dans la métropole bordelaise. Qui s'appelle Gradignan Force. Voilà. Donc j'ai deux questions, j'en aurais plein. Mais bon, j'ai sélectionné deux. Faudra limiter à deux, c'est très gentil ça. Pour du coup, Madame de l'ASDER et de l'AIR. Alors l'ASDER, pour la toute petite parenthèse, a formé une partie de mes équipes qui animent des OPA et des PIG en lien avec France Rénov'. Donc merci parce que c'était des formations formidables. On valide. Je ferme la parenthèse. Donc même à Bordeaux, vous arrivez jusqu'à chez nous, c'est génial, via l'ADEME. J'ai deux questions. Sur la première, justement, par rapport à ces énormes blocs là de massification France Rénov' de l'État, on voit quand même bien les problématiques qui arrivent, c'est-à-dire qu'on a des gens qui veulent mettre que de la pompe à chaleur RR en masse sans isoler les logements, sans rien faire. On a la loi climat et résilience qui du coup interdit les mises en location des étiquettes G plus 450. Sauf que en centre ancien, qu'est-ce que donnent les audits thermiques? C'est de mettre une pompe à chaleur en copro, sans rien faire d'autre. Donc, voilà. Aujourd'hui, ces gros dispositifs hyper financés, on voit bien que c'est compliqué d'être dans du vertueux. Et donc, quand même, une note positive, c'est que moi, pour faire ça depuis 15 ans, je vois que tout ce qui est isolation des combles en biosourcé, là maintenant, c'est quand même... On y arrive, on arrive à mettre de la fibre de bois, on arrive à mettre de la ouate de cellulose. La chaleur fait que les gens prennent conscience de ça. Mais en isolation des murs par l'extérieur, on met que du polystyrène, c'est dégueulasse. Et on n'a pas l'artisan pour faire autre chose. Donc il y a ce sujet-là. Et ensuite, avec ma casquette d'élu, on avait le projet de faire une école neuve, dans un quartier où il n'y a pas d'école. Et bon, les finances publiques, vous savez qu'actuellement, c'est pas simple pour les communes. Donc, on a réinterrogé les choses. Et en fait, on a un centre de loisirs qui était un ancien centre de la Caisse des dépôts, qui ne marche que le mercredi et les vacances scolaires. Et donc, on s'est dit, on va mutualiser. On va plutôt rénover ce centre thermiquement et le modifier un peu pour devenir une école. Là, on a des leviers de bouclier des instituteurs, institutrices, des parents d'élèves, parce que ça va traumatiser les enfants d'être à la fois à l'école et en garderie au même endroit. Les enseignants veulent pas partager leur salle de classe. C'est hyper complexe. Vous avez parlé tout à l'heure de mutualisation. Est-ce que vous accompagnez les collectivités aussi, ou est-ce qu'il y a des dispositifs qui existent pour accompagner sur aussi l'acceptabilité de ça, en fait? Parce que mutualiser aujourd'hui, c'est essentiel, c'est indispensable. Et c'est très, très dur à faire quand on est côté politique, à faire admettre aux gens.
Merci. Eh ben, merci beaucoup pour la question. On va commencer par ça tant qu'on l'a encore en tête. Et moi, j'ai noté toutes les autres, donc on va pouvoir essayer de réagir un maximum. Mais c'est vrai que elle revient souvent cette question. Peut-être Anne, si vous voulez réagir à ça. Peut-être Lucie aussi. Peut-être voilà tout le monde. En tout cas, mutualiser oui, mais c'est un peu comme changer la ville oui, mais pas dans mon jardin quoi. Mutualiser oui, mais bon, pas la salle de classe quand même. Ouais, c'est ça. On veut bien mutualiser, mais pas son propre outil. Alors. En fait, visiblement, vous heurtez sur un problème de changement d'habitude, changement de comportement. Et bon, ils ont dit les enfants vont être traumatisés s'ils passent de l'école et du centre de loisirs au même endroit. Souvent, il y a des garderies après le temps scolaire qui sont dans le périscolaire et dans la même école, je crois. Bon, c'est compliqué. Premier point. Bon, ensuite, c'était la question des enseignants veulent pas partager. Qu'est-ce qui les gêne de partager? C'est quoi le problème? C'est quels espaces? C'est une peur de dégradation du matériel? C'est quel quartier? Alors, des dispositifs pour vous accompagner sur ça, j'en connais pas. Je suis sûre qu'il y a plein de bureaux d'études et plein de gens qui font de la concertation. Ils seraient prêts à regarder en utilisant l'intelligence collective. On a tel besoin, on a tel moyen. On a quand même parlé un petit peu des moyens intéressants aujourd'hui. Il faut vraiment en parler. On a tel impact sur le climat et sur notre territoire. On respecte le zen qui sont, vous savez, le fameux zéro artificialisation net. On en parle beaucoup en Andorra en ce moment. On respecte le zen si on fait comme ça. Qu'est-ce qui pour vous bloque? Qu'est-ce qui vous voulez absolument pas lâcher? Qu'est-ce qui est négociable? Qu'est-ce que vous avez envie? Enfin, il y a plein de méthodes d'intelligence collective pour arriver à faire que les gens discutent entre eux. Par contre, effectivement, ça rejoint la question de la temporalité. Ça prendra peut-être un peu de temps. Peut-être Lucie, Paulet, ça doit être des thématiques qui doivent vous parler aussi, j'imagine, cet exemple en particulier. Et bien sûr, la question de la mutualisation, moi, ça m'intéresse et ça me fait écho parce que effectivement, il y a un changement de pratique globale. Quand vous déposez sur la table de dire, tiens, on pourrait peut-être faire une école, mutualisée et on va changer les choses. Nous, c'est des réalités auxquelles on est confrontés aussi dans la digitalisation des cours d'école. Alors, ça fait peut-être un petit peu moins peur que votre projet, mais quand même, ça fait pas mal peur pour être sur le terrain, je le confirme. Et donc là, l'objectif, de toute façon, c'est qu'il va falloir faire avec. Parce que si vous braquez tout le monde concrètement, ça va être l'enfer pour tout le monde. Et cette école, elle va poser souci à terme. Donc ça n'a aucun intérêt. Et il faut aussi se dire qu'en fait, on est tous acteurs, actrices, et que certainement que si les enseignants... Alors, je mets un petit peu de côté les parents d'élèves parce que c'est encore une catégorie particulière, mais moi, je vais plutôt faire un focus sur les enseignants. S'ils ont des inquiétudes et que ça leur pose problème, cette solution, c'est que il y a certainement une légitimité. C'est-à-dire que, vous tenez pas une classe toute la journée, vous savez pas ce que c'est parce que vous n'êtes pas enseignante et c'est ok. Et donc, du coup, là, je pense qu'il y a un vrai intérêt de travailler. Alors, soit en interne, si vous avez les compétences en sein de votre collectivité. L'intérêt, des fois, de faire appel à un tiers extérieur, c'est que par ce tiers-là, qui n'est pas la collectivité, justement, et même si personne n'est neutre, il n'empêche que ça apporte un tout petit peu de neutralité. Et je pense que se mettre vraiment, autour de la table, de discuter et de se dire, c'est quoi les grosses inquiétudes? Est-ce qu'on peut y répondre? Est-ce que la collectivité, dans ce projet-là, architecturalement, par exemple, il y a des réponses qui peuvent être données? Est-ce que ça va aussi les faire réfléchir? Parce qu'on a l'impression des fois que tout le monde est braqué, et en réalité, justement, quand on travaille en petits groupes, on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas tout le monde. Et peut-être que déjà, certains ont des petites solutions qui pourraient être mises en œuvre. Mais voilà, donner la parole, et ça rejoint la question de la temporalité qui a été évoquée, je crois, dans la première question. Ça va peut-être demander un peu plus de temps en amont, mais ça va vous en faire gagner beaucoup après. Parce que si vous passez en force, à mon avis, d'une manière ou d'une autre, tout le monde regrettera, quoi. Merci pour le témoignage. Léa Hobson, vous vouliez réagir? Peut-être sur un autre point, mais la question de la temporalité, elle est liée, pour moi, en grande partie, à ce qui est évoqué là, qui est la confrontation des mondes et des espaces. En fait, je pense en ce moment, les chantiers les mieux payés en France,
les chantiers les mieux payés, quand on est maçon par exemple, ou qu'on travaille dans le VRD, eh bien les chantiers les mieux payés, c'est les chantiers qui bétonnent le plus. Et en fait, pour moi, la question de la temporalité, elle est là aussi. C'est que il y a plusieurs mondes et très peu de porosité entre plusieurs mondes, y compris les mondes dans lesquels nous on travaille. Et donc en fait, voilà. Quand on travaille en intérim et qu'on a besoin de gagner sa vie, eh bien en fait, le monde justement de la frugalité dont on parle, de l'écologie, du biosourcé, c'est un monde qui est inaccessible en fait pour plein de raisons, parce que c'est mal payé, parce qu'en fait, on n'y a pas accès. Donc dans la question de la temporalité, je crois qu'il y a ça qui joue aussi. Enfin, en tout cas, elle est hyper intéressante parce que à plein d'échelles, il y a des vitesses qui sont différentes, quoi. Donc en même temps, ça va pas assez vite. On a l'impression que ça va pas assez vite, et en même temps, ça va quand même très très vite. Quand on pense à des personnes qui sont encore en train de couler du béton sur les chantiers du Grand Paris, et c'est là que ça paye le mieux en fait. Tu vois. Enfin, il y a et que dans la confrontation, à mon sens, de ces espaces et de ces mondes et de ces personnes, des habitants qui peuplent ces territoires-là, il y a aussi la confrontation avec les gens qui habitent ces territoires. Et donc, je parlais des luttes locales. Il y a vraiment, à mon sens, le moment où la temporalité elle va commencer à s'ajuster, c'est quand tout le monde sera pour ainsi dire, dans la même pièce, quoi. Mais c'est aussi accepter qu'on sera pas forcément d'accord et je pense que c'est là, à ces moments de confrontation, qui font une position qui feront qu'on arrivera à un semblant de quelque chose qui est juste, quoi. Merci beaucoup, Léa Hobson. On continue de dérouler les questions. Peut-être celle-ci pour vous, Anne-Rial, après tout sur voilà France Rénov, cette massification de la rénovation thermique des logements. Qui, voilà, ça on y est là dans l'effet pervers de la massification, à savoir oui, certes, là pour le coup, tout le monde est concerné, il y a énormément d'idées, ça se fait de la meilleure des manières. Pas forcément. L'exemple de la pompe à chaleur, on en entend souvent parler, qui est utilisé à toutes les sauces, si je puis dire. Comment est-ce qu'on peut prendre cette vague France Rénov de la bonne manière, ou alors à l'inverse, est-ce qu'il y a un pivot quelque part à proposer? Alors, sur la question des packs, si vous avez une PAC RR, en dessous de 7 degrés, c'est comme si vous aviez un chauffage électrique. Hein. Et je ne sais pas si vous êtes au courant du nombre de réacteurs qu'on a qui tournent en France. On est un pays... Une PAC RR, pardon, je suis désolé. Alors, PAC pompe à chaleur, ça je l'ai, mais RR... Le pompe à chaleur, donc, qui va chercher de la chaleur de l'air pour la remettre dans l'air. Ah oui. On a soit les packs RR, soit les packs qui vont aller chercher... Grosso modo, on joue sur les différences de niveau de température entre deux milieux. Et on peut aller... C'est comme un frigo, grosso modo. On peut aller chercher la chaleur dans le sol, dans de l'eau, plus ou moins profonde, dans les nappes, etc. On peut échanger entre les deux milieux de l'air. En dessous des 7 degrés, en fait, vous avez un chauffage électrique qui va chauffer votre air. Donc c'est... Enfin, on a parlé aussi des centres anciens. Les centres anciens, si en plus on a... il y a beaucoup d'archi, hein. Je m'excuse, Daniel, Bernard. Si en plus on a un ADF sur le dos, eh bien vous ne risquez pas d'isoler par l'extérieur, même si ça progresse un peu. Vous allez vous retrouver à isoler par l'intérieur, vous allez réduire la surface de logement, et ils peuvent déjà être petits dans le centre ancien. Mais c'est vrai que, enfin moi ça me fait bondir quand j'entends parler des pompes à chaleur, parce que pour moi c'est le lobby du nucléaire qui est encore en train de repousser ses moyens de production d'électricité. Pour moi c'est extrêmement dangereux, et ça on n'a pas parlé du tout aujourd'hui, mais c'est vraiment des choses qu'on a bien vues jusqu'à récemment. Il y a plein de gens qui disent peut-être que finalement par rapport au carbone c'est pas plus mal d'avoir ça, mais enfin c'est extrêmement dangereux par ailleurs. Vous parlez de la question de la pollution de l'air intérieur. Alors les déchets nucléaires, on en prend pour des millions d'années et on ne sait toujours pas comment s'en protéger. Donc là on a une vraie difficulté. Peut-être que là je suis trop caricaturale, mais pour moi c'est vraiment le lobby du nucléaire qui pose ça comme une solution. Et effectivement, une fois qu'on a changé de système, si on n'est pas d'abord intervenu sur la structure du bâtiment et sur l'isolation, on n'a pas fait dans le bon sens. Oui, il faut changer les systèmes de production d'énergie. Si on ne peut pas s'en passer, si on n'est pas dans le niveau passif, donc on ne consomme rien, mais pas par le système, même si les packs, les rendements se sont améliorés, etc. Et puis du coup, on peut avoir... Mais etc. Ça va un peu mieux sur les packs, mais c'est quand même pas idéal. Surtout quand on voit la ressource en bois qu'on a et qu'on a besoin d'exploiter et de nettoyer une forêt, sinon on va avoir des incendies partout.
ça brûle de plus en plus partout. Ça n'a pas trop brûlé cette année en France, parce qu'en fait, on a eu autant de départs que les années précédentes. Simplement, comparé aux autres pays européens, on a rapproché les moyens de lutte contre l'incendie pour tous les lieux. Donc on a eu plein de gens, plein de pompiers ou d'équivalents, qui ont surveillé les départs de feu et qui les ont arrêtés tout de suite. Mais on en a eu autant que les années précédentes. Donc on a vraiment un travail à faire sur la filière bois, en lien avec le bâtiment pour la construction. En plus, ça permet de stocker le carbone. On aura créé des emplois locaux. On est aussi dans une dynamique positive par rapport au social et à l'employabilité. Et puis ça peut aussi permettre d'avoir de l'énergie derrière au niveau local. Du coup, c'est plus ce que je voulais dire. Sur la loi climat et résilience et les passoires thermiques, oui, ça fait des années qu'on dit à Négawatt, entre autres, on dit qu'il faut accélérer la rénovation. Bon, on n'y est toujours pas. Hein. Ce qu'on voit, c'est que ça fait diminuer le prix du marché. On commence à le sentir. Et après, il faudra quand même les isoler à un moment dans ces logements. Alors, on arrive sur la fin des discussions. Roger, Garivier, Rémi Pascual, j'aimerais bien vous faire peut-être réagir aux 3 autres témoignages que j'avais notés. Puis après, on aura une dernière question avant la conclusion d'Alain Bornarel. Les 3 autres témoignages donc que j'ai notés. Bon, on y a un peu répondu cette question de la temporalité entre le vite. Il faut se mettre en action et en même temps, c'est une action lente. Enfin, je crois que la réponse de Léa, finalement, elle correspond un petit peu d'ailleurs à ce que vous disiez aussi, Roger, tout à l'heure. Mais peut-être vous vouliez redire un mot là-dessus. En tout cas, François qui nous disait, bon voilà, choisissons nos combats, on va pas lutter contre des murs. Et monsieur le haut fonctionnaire, dont j'ai oublié le prénom, qui nous disait l'appareil d'État bouge. Visiblement, ça n'atteint pas encore tout à fait le sommet. En tout cas, justement, en allant, en l'entendant, ce que vous dites. Non, mais c'était une blague facile, mais voilà, je le dis pour pas que Roger ni Rémi le disent. En entendant que l'appareil d'État bouge, j'aimerais bien avoir votre avis aussi. Est-ce qu'on peut le voir d'un côté bénéfique et optimiste? Ça fait beaucoup de sujets et on a peu de temps. Je veux bien agir sur la temporalité. Et effectivement, l'immobilier est un temps long. Ça crée une frustration effectivement entre ce qu'on essaie d'entreprendre et ce qu'on essaie de faire et ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. L'affirmer qu'effectivement, bien concevoir, ça a du temps. Bien concevoir, faire des concertations avec des habitants, etc. prend plus de temps. Mais à l'échelle du projet, c'est pas tant. Et du coup, pour revenir sur cette notion de rééquilibrage, je pense qu'effectivement, on est sûrement dans un entre-deux et que peut-être, malheureusement, ça passe par des chocs, ce rééquilibrage. Il se fait un peu plus par des chocs et on voit bien avec les confinements tout de suite derrière. Aujourd'hui, il n'y a plus de programmes qui sortent ou quasi plus sans surface extérieure, PS annexe, etc. Enfin voilà. Donc il y a... On n'en est pas encore biosourcé, mais il y a quelques éléments. On n'en est pas parce que c'est moins visible, mais malheureusement, je pense que le temps qu'on a perdu et le temps qu'on perdra, il ne sera pas rattrapable. Donc il va bien falloir que ça se fasse autrement. Enfin voilà. Arrivier sur l'appareil d'État qui bouge. Vous me disiez quand on a préparé cette discussion que le paradoxe entre finalement vous avez monté votre activité grâce à des hauts fonctionnaires au sein d'une région dont le président, on le rappelle, refuse d'appliquer le ZAN. Donc on peut voir aussi quelque chose de positif là-dedans. Alors, je n'oublie pas 2 choses qui tiennent du paradoxe aujourd'hui. Le premier est pour le français. Je ne donnerai pas de nom, mais quand même, c'est à lobbyiste de l'atome. Donc voilà, on a un peu ce paradoxe, 7 jours coup. Donc voilà. On parle de Jean-Marc Jancovici. Paradoxe. Oui, il n'est pas que des... Voilà, il y a des choses très très bien. Puis derrière, il y a les autres. Voilà, donc c'est toujours un petit peu paradoxal. Ce que je n'oublie pas non plus, c'est que le lobby des cimentiers a attaqué la RE 2020 au niveau du Conseil d'État. Ça a mis 2 ans, je crois. Ils ont perdu, heureusement. Donc, merci à l'appareil d'État pour sa lucidité. Et quand vous dites on va pas lutter contre un mur, eh bien, j'ai envie de dire aussi par l'intérieur, dans le système. Et c'est quoi qui va se passer? Eh bien, ce sont des rapports de force. Voilà.
Et le rapport de force, c'est bien nous, comment on est. Bah, alors ouais, pas je, parce que voilà, le colibri, machin, c'est bon, on fait en tout cas du tout individuellement. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'union des industriels de la construction bois qui monte au créneau aussi, et qui montre les muscles. Et les muscles, c'est quoi? C'est les emplois. Et qui dit, écoutez, nous aussi, on a une usine, etc., etc. Alors, on n'est pas d'accord. Et là, l'oveille des décideurs, elle peut être attente. C'est comme ça que ça marche, voilà. Donc, ça va être long, c'est pénible, à des moments, ça flamme le moral, qu'on voyait ce qui est lié, comment s'orienter. Mais c'est ça, enfin voilà, la lutte, elle est aussi de l'intérieur, quoi. Et aujourd'hui, bah, voilà, on a des systèmes avec des obligations de résultats, des aides, des trucs. Moi, je pense qu'il faut au contraire aller dedans. C'est pas, il faut faire le petit pas de côté. Il faut montrer qu'on peut faire les choses différemment, évidemment. Mais il faut aller au mastic, au charbon. Enfin bref, mais bon. Faut y aller. Faut y aller. Même les éléments de pièces, ils sont pourris quand même. Bon, je suis né en 1972, donc voilà. Donc voilà, note pour plus tard trouver une alternative. Faut aller au charbon. Mais bonne idée, effectivement. Et ben Julie, alors ça sera la question de la fin. On vous écoute. Merci. Jean-Baptiste Compin. Donc moi je suis au comité bien proche au comité d'animation nationale. Je suis à Mulhouse, je suis thermicien. J'aimerais revenir sur un sujet peut-être général, mais qui un peu orienté Léa. Aujourd'hui, le mouvement, il cumule, je crois, 15 800 signataires, Philippe nous a dit hier. Et on est plutôt dans un schéma où on fait du militantisme tous, mais on est quand même contraint tous les jours à cette loi du compromis. Donc on essaye de proposer un schéma alternatif au schéma classique. Les soulèvements de la Terre, c'est un mouvement qui a un peu plus de 2 ans. Vous êtes déjà 150 000 signataires, donc 10 fois plus que nous. Vous êtes plus dans un schéma du contre. C'est l'impression que j'en ai. La question, c'est comment on peut travailler plus ensemble pour non passer de 15 000 à 150 000 nous aussi, parce que le schéma va de la terre vers le haut. Mais la question, en fait, c'est l'image que j'ai du militantisme, c'est on est tous face à un gros bulldozer, ou un gros rouleau compresseur qu'on essaie de contrer, et 150 militants qui essayent de l'arrêter vont se faire forcément écraser. Donc on crée beaucoup de frustration, beaucoup d'échecs. Et la vision que j'ai, elle est aussi que on peut aussi monter dans le poste de pilotage, essayer de tourner le volant, couper le moteur. Et moi, c'est ma position aujourd'hui dans le militantisme. J'essaye de trouver où est le poste de pilotage, mais j'ai pas encore bien compris où il était. Et donc la question, c'est comment nos mouvements peuvent se confronter, s'aider. Comment on fait pour passer de 15 000 à 150 000 et comment on fait pour aller couper le poste de pilotage. Vous avez été bien aidé par juste un truc. Et du coup, on en parlera. Revenez demain matin, puisque ce sera aussi l'objet de ce qu'on va faire demain matin. Voilà, je vous laisse répondre. Léa, pas trop de pression sur cette question, ça va? On compte sur vous pour faire évoluer le mouvement, là. Donc, on en reparle dans 1 an pour les résultats. En tout cas, vous allez nous donner la solution tout de suite. Il n'y a pas une solution, mais il y en a un milliard. Mais non, je pense que pour être plus nombreux et plus nombreuses déjà, il faut vraiment élargir ce qu'on va chercher. Et ce que je disais tout à l'heure sur les artisans, les artisanes, les travailleurs du BTP, les sans-papiers. En fait, en tout cas, toutes ces personnes de l'ombre qui font du monde aussi. Le problème, c'est que je pense que déjà, à moins des 150 000, en fait, il manque beaucoup de personnes ici. Ensuite, je pense que quand on déconstruit un petit peu ce qu'est l'architecture et l'urbanisme, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'architecture, qui font l'urbanisme, qui sont pas architectes, qui sont pas urbanistes. Donc, je pense qu'en fait, le milieu dans lequel on travaille, il est fait de personnes qui ne sont pas forcément diplômées, qui sont pas forcément, qui n'ont pas telle compétence, telle qualification, etc., etc. Parce que c'est tout le monde là. On sort dehors et on trouve des personnes qui font de l'architecture et de l'urbanisme, qui habitent la ville. Donc, en fait, pour moi, ce dont on est en train ce dont on parle, ça dépasse bien plus que juste que là le lieu, quoi. Et je pense que c'est aussi ça la clé. C'est confronter les mondes, c'est se parler. C'est créer des espaces de rencontre où l'on peut
discuter avec des personnes qui ne sont pas de nos milieux. Et je pense que la clé, elle est là, et elle est là pour toutes les luttes, partout, quoi. C'est sortir de l'entre-soi. Et en fait, quand on fait ça, on est tous incompétents, quoi. Enfin, c'est à partir du moment où on va communiquer avec son voisin qu'au départ, on parle de l'alignement. Il y avait un mot de la question, je veux pas mal le retranscrire, mais les soulèvements de la terre se sont construits contre des projets, il y a l'opposition qui est beaucoup mise en avant. Et alors, j'ai peur je veux pas extrapoler exactement votre question, mais j'ai l'impression que dans le mouvement de la frugalité heureuse, on cherche à regarder les pour qui nous permettent de nous entendre. Est-ce qu'il n'y a pas un élément là aussi qui justifie le succès d'un mouvement et le grand succès d'un autre mouvement, mais encore finalement timide dans cette volonté de passer à l'action toutes et tous? Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est super d'être pour. On peut être pour plein de choses, mais en fait, quand on est pour, on est forcément contre quelque chose. Et à mon sens, ce qui manque, c'est justement ce positionnement de « en fait, je suis pour ça », et en étant pour ça, moi je m'oppose à l'artificialisation des terres. Moi je m'oppose à les 50 hectares qui vont être rasés pour faire un centre commercial. Donc je suis pour ça, mais je m'oppose à ça. Et je pense que tant qu'il n'y a pas aussi de positionnement de toutes et toutes contre les choses, quand on est contre, c'est aller rejoindre, en tout cas soutenir d'une façon ou d'une autre, justement tous ces mouvements, que ce soit la 69 Toulouse-Castres, contre le nucléaire, enfin il y en a plein, quoi. Enfin, c'est aussi oser se dire je peux être contre mais je suis pour. Enfin, je pense qu'il faut pas oublier que quand on est pour, on est aussi contre. Enfin, je propose d'en faire un mot de la fin. En tout cas, j'ai l'impression qu'on s'y retrouve plutôt dans cette idée-là. Merci beaucoup. Merci à tous les 5. Je laisse la parole à qui? À Alain Bornarel, à Julie Klein, à